Merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir. En plus, actuellement, nous avons une activité un peu soutenue, puisque c'est toutes les semaines, alors que normalement, nous sommes là tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Donc, bienvenue dans cette conférence d'Alexandre Lacroix, organisée par les Amis de l'Université. Je vous rappelle que les Amis de l'Université, c'est une association qui a pour but de diffuser et pimenter le savoir. On a la chance d'avoir le président de l'association ce soir, Bosquier. Et donc, je vous rappelle très rapidement, mais c'est quand même essentiel, que cette association vit entièrement des dons, de votre soutien, etc. Donc, si vous voulez que des événements et que des personnes puissent être invitées, continuer à être invitées, je vous invite évidemment à soutenir cette association et également et surtout à continuer à venir à ces conférences publiques, mais également aux cours d'histoire, aux cours de philosophie, aux cours d'histoire de l'art, etc., qui sont organisés. Vous avez tout sur le site des Amis de l'Université, amiunifréunion.fr. Voilà, ce soir on accueille Alexandre Lacroix, rédacteur en chef, directeur de Philosophie Magazine, écrivain, philosophe, journaliste, bref. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais lui laisser la parole presque tout de suite. Je voulais remercier infiniment d'être venu ce soir nous parler, qu'on puisse échanger. Le format sera un peu le même que d'habitude, c'est-à-dire un propos d'une heure et quart peut-être, et puis un échange avec vous, parce que j'imagine que vous êtes évidemment intéressé, que vous avez lu ces ouvrages. Alors, là, la conférence, c'est comment ne pas être esclave du système, c'est-à-dire le titre de l'ouvrage paru. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que le propos, j'imagine, c'est de présenter aussi cet ouvrage. Je l'ai lu attentivement, j'aurai plein de questions, mais j'imagine que vous en aurez également, donc c'est surtout à vous de parler et d'abord à lui. Donc merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir pour Merci à Yves et à l'association pour cette invitation et merci à vous tous d'être présents ce soir. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis promené à l'île de la Réunion, qui il y a une semaine encore, je ne connaissais pas. Nous sommes allés à la grande cascade du Langevin, nous avons plongé en famille toute la côte Est, vu des paysages magnifiques. Et je me suis dit qu'il y avait quand même un paradoxe à venir parler dans un contexte pareil de technologie, de notre civilisation technique, alors que ce qui éclate de toutes parts au regard quand on se promène à la Réunion, c'est la beauté de la nature, c'est la magnificence des panoramas. Comment? Vous n'avez pas vu la ville. On est quand même très urbanisé aussi. D'accord, alors voilà qui justifie un petit peu, mon propos. Alors effectivement, comment ne pas être esclave du système? Que faut-il entendre par système? Ce qui fait vraiment système dans notre monde contemporain, en 2021, ce qui traverse toutes les obédiences politiques, tous les régimes autoritaires comme les démocraties parlementaires, c'est la technologie, c'est le web, c'est la connexion, et non seulement une infrastructure technologique que je vais détailler, que je vais décrire de manière assez ample dans l'heure qui m'est impartie ce soir, et je vais retracer sa généalogie. Non seulement une infrastructure technologique, mais ce qui l'accompagne, ce sont également des schémas rationnels, des schémas d'action, certaines manières de se tenir dans le monde. Et ce qui véritablement fait système pour un homme de gauche comme pour un homme de droite, pour un incroyant comme pour un croyant, eh bien c'est le fait que la vie peut tendre à devenir de plus en plus une sorte de succession de temps d'écran. Alors succession de temps d'écran, il y a des temps d'écran travail, et ils sont nombreux. Quand on est dans la vie active, on va passer un certain temps sur tableau Excel, sur messagerie, sur Word, sur PowerPoint, parfois. On va avoir des métiers qui seront liés à l'informatique plus directement, des codeurs, donc on travaille effectivement avec les yeux rivés à un écran, avec les yeux rivés à l'écran du smartphone également, on surveille ces messages. Et puis ensuite on enchaîne avec les temps d'écran loisirs qui sont en fait des temps d'écran de consommation, puisque on aille sur les réseaux sociaux, un film, sur une plateforme, on est à ce moment-là en train de consommer. Donc on a produit et on a consommé, mais toujours un peu dans la même position, la position d'un être humain qui est assis devant son écran, même si les paysages autour de lui sont merveilleux, comme sur cette île. Et c'est vrai que j'ai vu aussi, était bien présent, finalement le monde de la Réunion n'était pas tellement différent du monde européen, en fait de l'ensemble du monde qui a basculé dans cette modernité technique. Donc c'est de cette modernité technique que je vais parler, et la première partie de mon exposé va être assez descriptive, c'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer d'où ça vient, comment ça s'est construit, ce qu'il y a derrière.
Et puis la deuxième partie va être plutôt en forme de proposition. Ce sera l'amorce d'une proposition. Effectivement, je ne vais pas pouvoir reprendre tout le propos de mon livre. D'ailleurs, c'est une proposition pour se tenir dans ce monde technique. Voilà, donc deux parties. Alors, il y a quand même un préambule à avoir, et il y a une question qui dépasse. C'est vraiment un différent que j'ai avec un certain nombre de philosophes, y compris de ma génération ou d'intellectuels, qui pensent qu'au fond, la vie des êtres humains n'a pas tellement changé depuis les questions que se posait Platon dans la cité grecque, et que la technologie, ce n'est pas plus qu'un outillage. Pour cela, pour ceux qui pensent ainsi, il n'y a pas de différence fondamentale entre le fait d'avoir un smartphone dans sa poche et le fait d'avoir, par exemple, un marteau ou un tournevis chez soi. On a un outil, ça ne change pas la tonalité fondamentale de notre existence, de notre manière d'être au monde, de notre rapport aux autres. Et moi, je vais vraiment partir clairement du présupposé inverse, du présupposé selon lequel la technologie change substantiellement la manière dont nous vivons, dont nous nous rapportons au monde. Et je vais donner, comme ça en préambule, deux exemples pour vous en convaincre, ou disons, faire en sorte que vous épousiez ce présupposé pendant 1 heure avec moi pour suivre le développement qui en découle. Premier exemple, tout simple, un jour vous avez acheté un téléphone sur lequel il y avait une application de géolocalisation. Disons, ces applications de navigation dans la géographie, dans l'espace, de géolocalisation, ont commencé à se populariser à partir de 2007, c'est-à-dire à partir de la vente du premier iPhone, et non la date de la fameuse coulée de lave que j'ai vue. Voilà, non, c'est pas l'année de la coulée de lave, c'est l'année du premier iPhone. Or, cette technologie, si vous voulez, s'est répandue. Vous avez un jour acheté un appareil qui avait un logiciel de géolocalisation. En fait, vous ne l'avez pas cherché. Vous n'avez pas voulu l'avoir, cette technologie. Vous ne la souhaitiez pas. Vous étiez parti pour acheter un téléphone. Puis il y avait ça. Et petit à petit, vous vous êtes mis à vous en servir. De telle façon qu'une des expériences que l'humanité fait depuis la nuit des temps, depuis le néolithique, depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs, une des expériences centrales pour l'être humain, qui est la crainte d'être perdu, de ne pas retrouver son chemin, de s'égarer dans l'espace, cette crainte est dissipée. Elle n'est plus possible une fois qu'on peut s'orienter et atteindre son but partout grâce à un logiciel, grâce à bon, vous les connaissez le nom de ces différents logiciels, mais en tout cas, voilà une expérience fondamentale pour l'humanité qui a disparu, et notre rapport au territoire, notre rapport à la nature, notre rapport à la forêt, notre rapport aux routes change. Change d'autant plus d'ailleurs que nous ne suivons plus que des itinéraires optimisés. C'est-à-dire qu'avant nous craignions de nous perdre, mais nous faisions aussi beaucoup de rencontres hasardeuses en suivant des chemins de hasard, en suivant des intuitions fallacieuses. Et bien, ça n'est plus tellement possible. Je donne un deuxième exemple qui a davantage trait au contexte étudiant, au contexte d'enseignement. Donc j'enseigne depuis très longtemps, depuis 1998 à Sciences Po, et un jour j'entre dans ma classe et je m'aperçois que l'atmosphère n'est pas la même, enfin que la dynamique avec les étudiants est altérée. C'est le premier cours de l'année. Et je ne comprends pas très bien, je me souviens c'était en 2012. Et je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe, pourquoi le cours pourquoi l'échange n'est pas de la même nature. Et là, je constate qu'en fait, ils ont tous un portable devant eux connecté sur lequel ils prennent des notes. Jusque-là, c'était vraiment un signe de distinction sociale. C'est-à-dire qu'il y avait 1 ou 2 élèves par classe qui avaient un portable, mais déjà ça coûte cher. Enfin, en gros, c'était un peu de la frime, quoi, de prendre des notes sur un ordinateur. Tout d'un coup, c'était devenu la norme. Vraiment, le basculement s'est fait d'une année sur l'autre. Je me suis aperçu aussi que leurs ordinateurs étaient connectés, donc déjà, ils ne bavardaient plus, mais en fait, ils discutaient quand même entre eux. Mais ça, c'est pas très grave, c'est juste du bavardage assisté par la technologie. Non, je me suis aussi aperçu qu'ils googlisait en permanence ce que je racontais et qu'ils me corrigeaient si je me trompais sur une date ou si j'écorchais le nom de quelqu'un. Et que donc, en fait, ce qui avait changé dans la relation d'enseignement, la relation pédagogique, c'est que normalement, l'autorité du professeur tient à 2 choses. Je dirais au fait que la classe est un huis clos et au fait que le professeur sait beaucoup plus de choses que ses étudiants. Eh bien là, c'est fini. La classe n'est plus du tout un huis clos, elle est connectée sur le reste de la société en permanence avec laquelle les étudiants échangent. Et en plus, les Wikipédia contiennent bien plus d'informations que ce que peut contenir le cerveau même d'un professeur qui serait hypermnésique. On ne peut pas avoir toutes ces informations en tête. Donc tout d'un coup, la relation pédagogique consiste non plus à délivrer une certaine quantité de savoir, débiter en tranches, mais plutôt à indiquer une manière de se mouvoir dans le savoir ou à se servir des références. Vous voyez, la relation change fondamentalement. Et ce qui est encore plus intéressant, je trouve,
c'est que non seulement on ne peut plus faire cours de la même manière, ça faut oublier, mais une institution comme Sciences Po bombarde ses professeurs de fiches pédagogiques, de notes de circulation interne sur le moindre petit problème. Il n'y a jamais eu un mot là-dessus. Pour moi, c'est la plus grande révolution pédagogique qu'on ait vécue, mais jamais l'administration, jamais la direction n'a émis un seul commentaire sur ce fait, tout simplement parce que souvent les révolutions technologiques sont aussi des révolutions invisibles ou impensées. C'est-à-dire que quelque chose a changé, là par exemple dans la relation pédagogique, comme quelque chose a changé dans notre rapport à l'espace, mais personne ne le dit. Et personne ne le conceptualise vraiment. Il y a un grand retard de la conceptualisation, si vous voulez, sur le changement des modes de vie, le changement du rapport au monde, le changement de la relation aux autres. Et c'est ça qui rend l'exercice philosophique intéressant et en même temps un peu périlleux, c'est que nous avons un monde qui s'est transformé assez rapidement sous l'effet de technologies, dont je vais parler maintenant de manière un peu plus détaillée, mais avec un retard de compréhension. Nous accusons tous une sorte de dette, de retard de compréhension sur nos pratiques. Et voilà, donc ça ce sont des notions que j'ai en tête, des présupposés que j'ai en tête depuis longtemps, et c'est vrai que dans mon travail à Philosophie Magazine, j'ai toujours essayé de documenter la révolution numérique, et j'ai profité du métier de journaliste pour le faire sous différentes formes. Je suis par exemple allé rencontrer Julian Assange 2 fois en Angleterre, quand il était en résidence surveillée à Ellingham Hall, puis à l'ambassade d'Équateur. Je suis allé enquêter dans la Silicon Valley, dans le milieu qu'on appelle le milieu de la singularité, alors ça j'en parlerai pas ce soir, en gros chez les transhumanistes, mais c'est une manière simplifiée que d'appeler ça transhumaniste. Et puis je me suis lié avec il est mort aujourd'hui, avec un complotiste, enfin lui-même se définissait comme chercheur de vérité au Paraguay, qui m'a fait rentrer dans la matrice, comme il disait, c'est rentrer dans l'univers des théories du complot, qui est extrêmement stimulant du point de vue de la question de l'administration de la preuve et du point de vue de la question de la vérité. Voilà, donc je me suis intéressé à ces sujets, et c'est vrai que comment ne pas être esclave du système et un livre court théorique, voilà, avant j'avais fait pas mal d'enquêtes, et je les avais aussi réunies dans un livre qui s'appelle Ce qui nous relie, qui n'est pas là, mais peu importe. En tout cas, moi, ça fait des années que j'essaye d'enquêter à la fois sur le terrain et de réfléchir à cette question de la technologie, en me disant toujours qu'il y a là un impensé contemporain majeur, et un défi pour la réflexion. Et en même temps, quand vous commencez à réfléchir sur un sujet sur lequel il n'y a pas une grosse bibliographie en philosophie, ben, vous marchez un peu sur un fil. Vous faites des hypothèses, vous progressez un peu dans le noir. Enfin, c'est ce qui est intéressant, de défricher un territoire. Voilà, donc c'était quelques remarques. Donc, je vais parler encore 50 minutes à peu près, puis ensuite on aura un échange ensemble. Peut-être que, pour ne pas limiter l'interaction aux questions finales, j'avais envie de vous faire réagir juste comme ça, cette image. Que vous me disiez, enfin sans forcément faire tourner le micro, mais que vous me disiez ce que ça vous évoque. C'est un photographe français qui vient à New York, qui est devenu une star là-bas. Cette image, pour moi, elle parle du monde technologique, mais on peut y lire bien d'autres choses. Chacun est dans sa bulle. Elle ressemble à quoi cette bulle? Elle est carrée? Protéiforme, platatoïde. Elle est très solide, très résistante. Elle est fragile. Non. Comment? Elle est fragile. Elle est fragile, elle est irisée. Et les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Personne ne regarde. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils ont aussi une bulle autour d'eux? Non, non. Oui, des sœurs. Des sœurs. Et alors, est-ce qu'on pourrait y voir une sorte de métaphore de l'homme, de l'être humain en 2021? De l'homme augmenté, peut-être. L'homme augmenté, ouais. Non, l'homme isolé. Isolé et augmenté à la fois. Hors sol. Pris dans un rêve, mais c'est un peu plus qu'un rêve, c'est un dispositif en fait. Enfermé dans la bulle. Enfermé dans la bulle, ouais. Très coloré. C'est vrai que quand il y a une expression que j'aime bien pour désigner le monde actuel, qui est due à un philosophe qui s'appelle Marc Ugnani, qui parle d'individualisme du cockpit. Ce qui veut dire par là, c'est que ce qu'on vit actuellement, c'est qu'on est un peu tous comme des conducteurs, des pilotes d'Airbus ou d'avions, et donc on s'informe sur le monde extérieur avec toute une série d'écrans, toute une panoplie d'écrans, qui nous donnent des indications sur ce qui se passe et on doit prendre des décisions, les meilleures décisions possibles.
Le problème, c'est qu'on est dans notre cockpit, chacun dans son cockpit. Alors, c'est pas tout à fait le monde actuel, on peut encore se rencontrer aux terrasses des cafés, etc. Mais l'individualisme du cockpit, on en a vu presque une matérialisation durant la période du confinement, en fait, tout simplement. C'est là, c'était vraiment ça. Cette bulle, tout d'un coup, elle était devenue une vraie cage, hein, pour le coup, beaucoup plus solide et beaucoup plus résistante, sans doute, que cette bulle, on va dire, qu'on transporte avec soi dans l'espace public. Mais c'est bien toujours cette idée d'un enfermement dans un paysage que je suis le seul à voir et à partir duquel je me dirige et prends mes décisions. Alors que ce n'est peut-être pas le même paysage que celui que les autres ont sous les yeux. Je vois les choses un peu déformées à ma manière et les autres également. On évolue dans un monde un peu différent. Voilà une métaphore possible de la société contemporaine. Je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques sur cette image. Non. Bon, alors Ah. Remarque pour le coup, puisque l'expression disait être dans sa bulle, c'est la totalité du corps. Donc là, est-ce que juste le fait d'avoir sa tête dans la bulle change quelque chose qui nous incite à dire c'est que l'esprit qui est décalé de la réalité, décalé du corps ou pas? Oui, ça c'est vraiment une remarque très intéressante. Effectivement, ce sont toutes les fonctions intellectuelles supérieures qu'elle regarde, qui a l'air d'être mobilisées par cette bulle. Là, pour le coup, ça fait vraiment individualisme du cockpit où homme enfermé avec des écrans, la tête travaille et le corps, en fait, si on est assis devant une machine, on est donc esclave du système ou rouage du système. C'est-à-dire qu'on est en fait à l'extrémité, à une des extrémités du système, on est sur un terminal. Et bien dans ce cas-là, le reste du corps, ce qui se passe sous le cou, doit être presque ignoré. Il faudrait ne pas avoir mal au ventre, ne pas être fatigué, ne pas avoir envie de bouger, ne pas avoir envie de danser, ne pas avoir envie de courir. Et donc effectivement, le fait que la bulle ici soit très cérébrale, ça dit quelque chose de plus sur le monde actuel. Alors maintenant, je vais entrer dans la première partie de mon exposé, vous proposer un panorama de la révolution numérique. Un panorama d'abord en prenant beaucoup de recul historique, et puis ensuite en étant un petit peu plus précis sur la modernité. Ce qu'on vient de vivre, en fait, c'est ce que j'appelle la troisième révolution du signe, c'est-à-dire l'apparition du web, l'apparition du numérique en 1989. Donc elle a été précédée de deux autres révolutions. La première révolution du signe est ancienne. Il est difficile de la dater précisément, on peut dire vers 3400 avant Jésus-Christ. L'apparition de l'écriture a eu lieu dans les sociétés du croissant fertile, entre le Tigre et l'Euphrate. Et dans ces sociétés d'Asie mineure, l'écriture est une technologie, une première technologie, une révolution technologique qui est très liée au fleuve. Pourquoi au fleuve? Parce que les tablettes d'argile en fait sont faites de la vase de limon qu'on recueille sur le bord de ces grands fleuves de Mésopotamie. Et puis l'écriture était cunéiforme parce qu'on a coupé, les Sumériens ont coupé des roseaux et ont gravé en fait avec le roseau dans l'argile fraîche, on plante le roseau et ça fait ces dessins qui ont des points cunéiformes. C'est pour ça qu'on parle d'écriture cunéiforme, d'accord? Alors ces tablettes d'argile, on en a retrouvé un certain nombre. Et quand on en fait l'archéologie, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas d'abord servi à raconter des grandes légendes ou de grands traités. D'abord, ce qu'on a inscrit sur ces tablettes d'argile, ce sont des généalogies dont on trouve une trace encore quand on lit l'Ancien Testament. Il y a toutes ces phases de ces périodes généalogiques, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. Alors ça, c'est vraiment le premier usage de l'écriture. La généalogie est importante pour le legs, pour les héritages, les transmissions des biens. Et donc ce qui va avec ce premier usage de l'écriture généalogique, c'est une écriture de recensement des biens. Donc on recense par exemple le nombre de vaches, de cochons, d'arbres que rassemble une exploitation, une première exploitation agricole. C'est seulement assez tardivement que vont se constituer des codes de loi. Il y a parfois des idées fausses sur l'écriture, on aurait tout de suite mis en place des codes de loi. Oui, ça va arriver, mais plus tard. D'abord généalogie, recensement, très vite les lexiques bilingues. Il faut voir qu'on est dans un monde pas du tout unifié du point de vue des langues, et donc il faut pouvoir commercer ensemble à minima, et donc très vite on va avoir des lexiques bilingues pour pouvoir se comprendre. Et puis petit à petit des traités, effectivement, de géométrie, d'astrologie, etc. Ce qui fait que cette première révolution du signe est extrêmement étalée dans le temps. Quand Socrate enseigne à son maître Platon, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ. Au IVe siècle avant Jésus-Christ,
En fait, Socrate est un homme qui parle et qui n'écrit pas. C'est l'héritier de la grande culture orale du monde antique. C'est pas une lubie chez lui de ne pas écrire, c'est juste que c'est le dernier des grands professeurs oraux, et Platon peut-être le premier des grands professeurs de l'écrit. Vous voyez, il y a une jonction, il y a un passage des mondes entre Socrate et Platon, donc on peut dire que la première révolution du signe est en train de produire ses derniers effets à ce moment-là. D'ailleurs, Socrate, dans le Phèdre, raconte un mythe sur l'invention de l'écriture, dans lequel il émet une critique vis-à-vis de l'écriture assez violente, et où il émet enfin, sa crainte, si vous voulez, c'est une crainte qu'on a entendue dès que sont apparus les ordinateurs ou les smartphones. Il dit, voilà, les êtres humains vont déposer tout leur savoir sur des supports écrits, et ils n'auront plus de savoir vivant, ils n'auront plus qu'un savoir mort. En fait, ils vont perdre la mémoire. Ils vont perdre le véritable savoir. C'est la grande critique de Socrate vis-à-vis de l'écriture. Et rappelez-vous, quand les ordinateurs arrivaient dans les années 90, on a entendu exactement la même chose. Les jeunes n'auront plus de connaissances, et tout sera dans l'ordinateur, ils se contenteront d'aller vérifier sur le web, d'aller vérifier les connaissances à l'extérieur, mais ils ne les assimileront plus, ils n'auront plus de savoir vivant en eux. Bon, c'est une critique socratique, ce type de réaction, c'est une réaction fréquente en fait quand on est face à une révolution du signe qui ébranle bien sûr ses contemporains. Donc, cette première révolution du signe, c'est la principale, la plus importante, parce qu'avec elle, on bascule de la préhistoire dans l'histoire. Et à chaque fois qu'il y a une révolution du signe, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le rapport à la vérité évolue, le rapport à la croyance évolue, et de cette révolution du signe vont naître les religions du livre. Les religions du livre sont impossibles, évidemment, sans cette technologie. Effectivement, l'Ancien Testament, la Torah, les évangiles, puis le Coran, sont transmis via cette première technologie. Alors, deuxième révolution du signe, l'invention de l'imprimerie, qui n'est pas du tout une invention européenne, comme c'était peut-être écrit dans vos livres d'histoire. La première impression n'est pas du tout celle de Gutenberg au milieu du XVe siècle, qui a imprimé en 180 exemplaires de 3 chapitres de la Mayence. Non, en fait, la technologie a été inventée en Chine par Cheng au XIe siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas une image authentique parce qu'au départ, les premiers caractères utilisés étaient soit en bois, soit en porcelaine. Ils avaient des défaut d'éclater sous le poids des presses, ce qui fait que la technologie initiale chinoise a été perfectionnée en Corée au XIIIe siècle. On a inventé les caractères mobiles d'imprimerie en métal qui, eux, ne se déforment pas, ne cèdent pas et permettent du coup d'imprimer plus facilement des ouvrages. Donc c'est aussi une révolution du signe très importante. L'imprimerie, en fait, à chaque fois qu'on a fait une révolution du signe, tout est ébranlé dans la circulation du savoir, dans le rapport à la vérité, dans le rapport aux autres, et dans le système économique. Pour ce qui est du système économique, ce sera plus tard, évidemment, le biais, ça revient bien sûr. Pour ce qui est du rapport à la vérité et à la religion, on peut dire qu'il y a un rapport étroit entre l'arrivée de l'imprimerie et le schisme protestant. Pourquoi il y a un rapport étroit entre l'arrivée de l'imprimerie en Europe et le schisme protestant? Parce que, alors d'abord, il se produit quelque chose, c'est que la circulation des livres imprimés va faire sortir le savoir des bibliothèques des monastères. Et donc, alors il existait déjà des copies, mais il fallait être très fortuné pour s'acheter des livres copiés. Et finalement, les grandes bibliothèques étaient celles des monastères, notamment le Convent San Marco à Florence, où était une grande partie du patrimoine philosophique occidental. Donc le savoir commence à circuler dans des sociétés d'humanistes, dans des sociétés savantes, dans des milieux très privilégiés. Mais ce qui se passe également, c'est que le lecteur commence à s'approprier lui-même ce qu'il lit. Et on peut dire quand Martin Luther, comparé à la Diète de Worms, où il doit justifier ses choix, la nouvelle théologie qu'il propose, donc on est en 1511, lui, il dit dans sa justification qu'il est libre de son interprétation des Écritures saintes. Que chaque lecteur, par la lumière naturelle qu'il a en lui, peut comprendre le texte sacré comme il le souhaite. Ça veut dire que tout d'un coup, le lecteur prime sur l'autorité du texte. C'est la lumière naturelle que j'ai en moi qui fait de moi l'interprète et qui me permet d'avoir une relation personnelle et individuelle à Dieu. C'est ça, en fait, le grand choc du protestantisme, là où les catholiques
entendait plutôt que le Vatican dicte la bonne lecture du texte, donne les axes d'interprétation du texte. Donc effectivement, on peut dire que tout d'un coup, le personnage du lecteur apparaît en Europe, dans l'humanisme européen, et ce personnage du lecteur fait voler en éclats l'autorité du Vatican et rend possible l'émancipation de la philosophie et de la science. Donc l'invention de l'imprimerie, c'est quelque chose d'important. Néanmoins, si je devais hiérarchiser les trois révolutions du signe, je dirais qu'elle est moins importante que la troisième révolution du signe, que celle que nous venons de vivre, pour plusieurs raisons. La plus importante, c'est la première révolution du signe, c'est l'invention de l'écriture. Celle-ci, en fait, c'est une simplification de la circulation des écrits, mais au fond, ça ne concerne que quelques zones géographiques et non pas tous les continents, l'imprimerie. Et puis, ça ne concerne qu'une petite société de lecteurs. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que l'alphabétisation progresse vraiment de manière significative en Europe et puis dans le reste du monde un peu plus tard. Mais... Donc, en fait, ça ne concerne que quelques personnes. Ce qui est frappant avec la dernière révolution du signe, celle que nous venons de vivre, celle qui date de 1989, c'est que ces effets ont été extrêmement rapides, ont affecté tous les êtres humains, sauf peut-être quelques personnes très très âgées et quelques personnes tout juste nées, et puis le cirque de Mafaté. Je ne sais pas ce qu'il en est à Mafaté, ils sont connectés, ils ont le satellite, ça y est. Ils sont connectés. Même là, ils sont foutus. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce personnage, je pense que vous ne le connaissez pas, Tim Berners-Lee. C'est sans doute l'inventeur le plus important du XXe siècle. Il n'a pas cherché à faire fortune, il n'a pas cherché à se faire connaître, et il n'a pas cherché à breveter son invention qu'il a offerte comme un service public gratuit, décentralisé à l'humanité entière. Et son invention, c'est le web. Alors, là, deux, trois précisions sont importantes. Qu'est-ce que c'est que le web? Le web et Internet ne sont pas la même chose. Dans le langage courant, on les superpose, on les confond, mais ce n'est pas la même chose. Internet, c'est l'existence d'un réseau international de télécommunications. On pourrait dire qu'il existe un Internet dès la naissance du télégraphe, si on voulait remonter très très loin. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il existe déjà un Internet assez développé dans les années 80, puisque l'ancêtre de notre Internet actuel, c'est ARPANET. ARPANET, c'est un réseau qui a été pensé, mis au point par le DARPA, c'est-à-dire le département de recherche et de développement de l'armée américaine. Et donc, l'ARPANET, il est opérationnel dès 1966. Le premier mail est envoyé dans des laboratoires où ce sont des informaticiens qui travaillent pour le DARPA, qui font des expériences. Le premier mail est envoyé en 71. Donc vous voyez, ce sont des technologies déjà un petit peu anciennes. Et en fait, il existait déjà des intranets, des ordinateurs connectés par des modems à un réseau dans les années 80. Le web arrive en 89 comme une invention en plus, mais une invention décisive. Et ce qu'a fait Tim Berners-Lee, qui travaillait à ce moment-là à Genève, au CERN, c'est qu'il a eu une sorte de triple coup de génie, 3 coups de génie. Il a d'abord inventé un protocole de transfert, ce qu'on appelle le HTTP, qui permet de transmettre tous les types de données, vidéo, audio, texte, de manière très simple et très fluide. Il a inventé un langage de programmation, ce qu'on appelle le HTML, qui permet de manière assez simple de construire les pages web, de construire ces fameuses interfaces. Alors, son dernier coup de génie, ça a l'air technique quand je vais en parler comme ça, mais c'est vraiment le vrai saut mental ou philosophique qui est là. C'est lui qui a eu l'idée de séparer les adresses IP, c'est-à-dire les adresses des ordinateurs, des adresses des pages web. C'est-à-dire que jusque-là, le contenu était hébergé dans un ordinateur. Lui, il a en fait projeté dans quelque chose qui était déterritorialisé nos savoirs humains. C'est pour ça qu'au début, les gens parlaient de virtuel ou de cyberespace, parce qu'on ne savait plus à quoi on avait affaire. On ne sait plus si un contenu frauduleux interdit est publié sur un site web, on ne sait plus qui on doit incriminer. Est-ce que c'est le fournisseur d'accès? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est la juridiction? Quelle est la juridiction qui s'applique? Est-ce que c'est celle de l'émetteur, celle du récepteur? En fait, tout le monde était complètement paumé avec cette idée-là. En fait, c'est comme si du jour au lendemain, tous ceux qui ont une adresse postale passaient en poste restant. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'émancipe de la territorialisation dans l'échange des savoirs. L'échange des savoirs devient complètement déterritorialisé.
Alors voilà, donc c'est lui qui va amener une véritable unification. On peut dire qu'avant lui, si on veut utiliser notre métaphore, il existait de nombreux réseaux, mais pas de réseau unifié. Et en fait, se balader dans l'univers de l'informatique, comme le faisaient les premiers hackers, Julian Assange faisait partie de cette génération, c'était comme être dans une bibliothèque où il n'y aurait pas de livres imprimés dans le même code alphabétique. D'accord? Et donc il fallait être un petit génie et connaître des milliers de codes alphabétiques pour pouvoir se balader là-dedans. En fait, lui, il a proposé un code alphabétique unique pour l'ensemble du transfert des données. Voilà ce qu'il y a dans son invention. Et cette invention, troisième révolution du signe, je disais qu'elle est très importante. Ses effets, ça fait quoi maintenant? Ça fait 30 ans, 32 ans? Bon, ces effets, c'est incroyable. Ça a affecté évidemment la manière dont on travaille. C'est-à-dire que dans tous les métiers, on a dû réapprendre à travailler avec ces outils. Le journalisme que je pratique n'a plus rien à voir avec ce qui était avant. L'enseignement n'a plus rien à voir avec ce qui était avant. Mais en fait, on pourrait énumérer tous les métiers travaillent avec ces outils, donc il a fallu réapprendre. Mais pas seulement, la finance repose largement sur ces outils-là, mais pas seulement les relations humaines, amicales, amoureuses, affectives, entre parents et enfants, petits-enfants et grands-parents, entre amoureux, etc. Tout est modifié en fait par cette technologie si puissante qui nous a amené en fait à revoir complètement notre manière de nous relier les uns aux autres et de nous relier au monde autour de nous. Voilà. Ça va, c'est clair jusqu'ici? Bon, alors, j'avance. J'avance peut-être un peu plus vite. Je vous ai dit, je fonctionne d'abord par une vision très très panoramique, puis je vais rétrécir un peu la focale et vous donner quelques réflexions sur ce que, maintenant plus philosophique, sur ce qui a changé au sein de la modernité avec l'apparition de cette troisième révolution du signe. Qu'est-ce que c'est que la modernité? C'est la période qui naît à peu près au milieu du XVIIe siècle, on pourrait dire, avec les recherches de Galilée. Mais on pourrait dire aussi, si on voulait retenir une date, en 1637 avec l'apparition du discours de la méthode de René Descartes. On entre dans la modernité, dans un monde assez nouveau, dans un monde beaucoup plus mathématique, où on considère que la nature est écrite en langage mathématique, où on découvre que la Terre n'est pas le centre de l'univers, où les explications religieuses du monde vont commencer à perdre de leur poids, et où on va partir dans des schémas méthodiques d'explicitation rationnelle de ce qui nous entoure. C'est ça l'entrée dans la modernité, 1637. Cette modernité, dans laquelle nous sommes encore, il me semble qu'elle a été coupée en deux par cette date de 1989. Ce sont des grands repères, mais on pourrait dire 1637, 1989, on a une première phase de la modernité sans le web, sans les technologies connectées. Ce sont des points de repère. Je vous ai dit, il existait un peu d'Internet avant, etc. Retenons 1989, et puis on est rentré dans une deuxième modernité qui est une modernité connectée. Alors, comment fonctionnait le régime de la première modernité, c'est-à-dire la première modernité, celle qui va de Descartes en 1989, celle dans laquelle, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes nés. Je dirais que ce qui est intéressant avec la révolution du web, c'est que ceux qui l'ont vécu, et qui étaient déjà adultes ou jeunes adultes à ce moment-là, ont senti que quelque chose bougeait, fortement, à l'échelle des civilisations et de la planète, et sans toujours trop comprendre quoi, mais le monde qui s'est mis en place après 1989 est un monde qui continue de déstabiliser ceux qui sont nés avant. C'est pas pour rien qu'on a cette expression-là des milléniums, ceux qui sont nés après, ceux qui sont nés avant. Oui, c'est bien, il y a bien quelque chose qui a changé, parce que tout l'enjeu de la première modernité, on pourrait dire que le slogan ou la formule de la première modernité, c'est diviser pour régner. C'est-à-dire que ce que font les grands penseurs de cette première modernité, c'est qu'ils établissent des distinctions, des séparations, des oppositions. Par exemple, Descartes, au début du discours de la méthode, il commence par dire qu'il s'est enfermé tout seul dans une chambre. Il appelle ça un poêle, c'est-à-dire une chambre chauffée, pour refonder les vérités par lui-même, pour refonder la philosophie et la science par lui-même. Donc, il est bien dans cette idée qu'il va opposer moi et les autres. C'est première opposition, moi et les autres. Mais il va essayer, tout au long de sa méditation, qui est assez dualiste, même si dans le détail on peut le discuter, mais c'est assez dualiste, on va voir opérer une autre opposition majeure, l'opposition entre l'âme et le corps. On voit chez Descartes aussi une forte opposition entre la culture et la nature. Je vais volontairement un peu vite, mais juste pour vous faire prendre conscience de l'enjeu de toute cette première modernité où on divise pour régner. Et surtout, sa grande idée, dans sa méthode, Descartes nous dit qu'il faut toujours préférer des idées claires et distinctes
claires et distinctes, donc les idées qui sont bien, les concepts qui sont bien séparés, bien découpés, bien séparés les unes des autres. Comme le langage classique est un langage où les mots ou les phrases sont bien séparés les unes des autres, les mots bien clairement assignés à une fonction, soit de sujet, soit de verbe, soit de complément. Mais ce n'est pas un langage qui dévague, ce n'est pas un langage fou, c'est un langage très ordonné, très architecturé, presque mathématique. Alors, vous avez, bon, je vais volontairement passer un peu vite, mais vous avez une traduction de cette manie de la séparation, de la division, de la netteté, de la distinction, de l'opposition, c'est la manie des premiers modernes. Vous en avez une déclinaison directe chez Adam Smith. Adam Smith, c'est le fondateur de l'économie politique, en fait de toute l'économie classique, de notre économie. Et donc dans son grand livre, qui est l'introduction à la richesse des nations, Adam Smith part d'un exemple. La grande invention d'Adam Smith, en fait, c'est la division du travail. Et la division du travail, c'est dans l'ordre de l'économie ou de la production de richesse exactement la même chose que les idées claires et distinctes dans le domaine de la philosophie. C'est je divise. Et ce que dit Adam Smith, c'est qu'un seul ouvrier qui voudrait faire des épingles, il a fait un calcul en fait, il a fait un calcul et le calcul est assez simple. Un seul ouvrier qui voudrait faire lui-même des épingles, il a 18 tâches à faire pour faire une épingle. Il peut en faire 22 dans la journée. Si on met 18 ouvriers spécialisés qui font chacun une épingle, ils peuvent en faire plusieurs dizaines de milliers dans la journée, 22 000 je pense, suivant le calcul de Smith. Donc il a vu, Adam Smith, et chiffré un effet démultiplicateur de la division du travail. C'est ce qui va largement dominer dans toute cette première phase de l'industrialisation où, dans le travail à la chaîne, il n'a pas du tout fallu attendre Taylor. On va appliquer ce genre de préceptes dans toutes les manufactures, dans tout l'univers artisanal, séparer les tâches, en donner, mettre des ouvriers spécialisés qui ne perdent pas de temps de déplacement, pas de temps de discussion et qui vont du coup permettre des gains de productivité, des gains de richesse effectivement très importants. Donc, ce que met en place la première modernité de manière très forte et très violente, c'est un régime de séparation qui s'applique à tous les domaines. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais parfois il est bon d'avoir un petit tableau récapitulatif. Donc, du point de vue métaphysique, dans la manière de se vivre soi-même et de vivre les autres, on oppose moi et les autres, l'âme et le corps, le sujet et l'objet, la nature et la culture. Dans les sciences, il y a le vrai et le faux, le savant, l'ignorant. En politique, on sépare très très bien la sphère publique et la sphère privée. On exige que les pouvoirs soient séparés avec Montesquieu, donc c'est la division des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire. Économie, division du travail, temps de loisir, temps de travail, on sépare aussi la semaine. On affecte certaines heures au travail, certaines heures au loisir. Ça n'existait pas dans le monde de l'Ancien Régime. On vivait, on travaillait, mais ça n'existait pas, ce type de séparation. En fait, vous voyez, la séparation, elle opère véritablement à tous les niveaux. Et ça va permettre un accroissement des richesses et un accroissement du pouvoir, une forme d'hégémonie occidentale sur le monde, extrêmement violente, mais effectivement, son soubassement, c'est cette méthodologie extrêmement puissante en termes d'accroissement de la production de richesses, en termes d'accroissement de la compétence technique. Donc ça, c'est vraiment une phase dont nous sommes sortis. On pourrait considérer que ce qu'a fait 1989, mais je vous le donne d'abord de manière rapide et je vais le détailler un peu plus. Mais la formulation rapide, c'est que toutes ces oppositions sont entrées en crise à partir de 1989. Je vais vous expliquer pourquoi. 1989 a été éduqué avant 1989. Toutes vos valeurs, tous vos repères intellectuels, votre philosophie implicite, celle que vos maîtres vous ont transmise, et ces oppositions se sont effacées. Et c'est ça qui est difficile à comprendre quand on doit sauter le pas et comprendre le monde actuel. Alors, l'une des choses les plus intéressantes ou les plus manifestes, me semble-t-il, c'est que je vous ai parlé de Descartes qui fonde sa méthode par un écart, par le fait de se retrancher, d'être seul dans une chambre et de rechercher par lui-même et par l'effort de son entendement les vérités premières. Bon, la représentation classique du philosophe, c'est cette représentation-là, il est en méditation solitaire. Ça aurait vachement étonné les Grecs, où on pouvait penser qu'en discutant à plusieurs. Mais la représentation classique, c'est moi contre les autres, c'est moi seul qui dois repenser les choses. Souvenez-vous, ça vient du protestantisme aussi. Le lecteur, la lumière naturelle qui est en moi, c'est moi qui vais transformer la vérité. Alors, cette expérience-là, si vous êtes en Allemagne, dans une chambre d'hôtel, mettons à Cologne, dans la même circonstance que Descartes, où il a passé une semaine presque enfermé dans sa chambre d'hôtel, et que vous voulez partir à l'assaut de la vérité, vous avez la Wi-Fi,
vous recevez des messages, des SMS, vous êtes connecté, vous racontez vos journées sur Facebook. En fait, on a la tête dans le filet. Moi j'appelle ça la télépathie assistée par les machines. Ça veut dire que quand là on avait un flux de conscience où je pouvais dire je pense donc je suis, et on pouvait dérouler des pensées de manière très linéaire, en fait, même si vous allez vous promener en forêt, vous recevez encore des messages de vos proches, on vous adresse vous recevez, et donc les contenus que les autres vous adressent se mélangent à vos pensées. Vous n'avez plus ce recul. Moi je dis la tête dans le filet, c'est-à-dire vous êtes beaucoup plus comme un maillon d'un filet à travers lequel passent des informations. Il y a des informations entrantes et des informations sortantes. Message entrant, message sortant, et vous êtes en permanence en interaction. Ça a du bon, ça n'a pas du mauvais. Par exemple, une des expériences fondamentales qui a été congédiée au passage, c'est celle de la solitude. Mais, ça a du bon. Mais quand même, vous êtes dans ces interactions, dans ces flux permanents qui font que même votre pensée en est en quelque sorte déroutée ou modifiée. Alors je n'approfondis pas, on le fera peut-être avec les questions, j'arrive juste à mon tableau final de ce qu'est la modernité collective par opposition à la modernité séparative. La première modernité, comme je disais, c'est cette modernité qui établit des grandes oppositions très efficaces. Eh bien, si on les reprend une à une, là où il y avait la solitude, on a la télépathie assistée par les machines. Bon, ça je crois que c'est assez clair. Là où il y avait nature et culture, on vit bien plus à l'ère de l'anthropocène. Ça, c'est pas lié directement à la technologie numérique, mais c'est lié à la civilisation technique. Qu'est-ce que c'est que l'anthropocène? C'est le fait que l'humanité, à son échelle, est devenue une force géologique agissante. L'humanité agit sur le sol, sur la géologie, sur le climat. Aujourd'hui, si vous avez un cyclone qui vient frapper la Réunion, ou plutôt, prenons un exemple plus récent, des grands feux qui se déclarent en Australie et qui ravagent l'Australie. Ce ne sont pas des phénomènes naturels contre lesquels il faudrait se protéger par la culture, l'artifice, la technologie, etc. Ce sont les conséquences naturalisées de l'action humaine. C'est-à-dire que, en fait, ce qui a créé les chaleurs qui ont provoqué les feux, les extrêmes chaleurs, les canicules, ce sont les actions, les émissions de carbone, les actions industrielles de l'humanité qui dérèglent le climat, qui en retour affectent la civilisation humaine. Et donc, si vous essayez de penser ce qui est en train de se produire, les modifications du climat, à l'aune de la séparation nature-culture, vous êtes fichu. Votre séparation ne vous permet pas de penser le monde actuel. Elle vous embête, en fait, elle vous tétanise, enfin, elle vous limite. La distinction entre le vrai et le faux, c'est peu de dire qu'elle a volé en éclat. Enfin, je ne plaisante pas, mais je disais que j'avais eu un intérêt pour les théories du complot, notamment par leur mise en question du vrai et du faux. Alors, ces théories du complot, elles viennent souvent, on va dire, de la base, et puis à un moment, elles se trouvent mises à venir du président des États-Unis, donc du haut. Mais au fond, c'est la même logique. C'est une application. Enfin, c'est une attaque contre la séparation trop rigide entre le vrai et le faux. Mais cette séparation entre le vrai et le faux, elle reposait dans la première modernité sur une séparation entre les savants et les ignorants. Dans un monde connecté où tout le monde a accès à tous les articles scientifiques possibles en ligne, en fait, cette séparation, elle ne vaut plus grand-chose. Je vous disais, mes étudiants ont accès à plus de connaissances que je n'en ai dans ma tête. Et là, en direct, en face de moi. Donc, il faut repenser cette séparation savant-ignorant. On ne peut pas la faire tenir ou vouloir l'imposer telle qu'elle. Il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et de l'autre ceux qui ne savent pas. C'est fini ça. De même qu'il n'y a pas d'un côté les émetteurs et de l'autre les récepteurs. Dans le monde dans lequel j'ai grandi, il y avait 300 personnes qui décidaient des programmes télé et des millions de personnes qui les mangeaient. Ça n'existe plus. Enfin, disons, la télévision accompagne la génération, disons, qui a été adulte dans les années 80, elle l'accompagne, mais c'est fini pour les jeunes générations. On regarde plus la télévision. En fait, chacun est à la fois émetteur et récepteur de programmes sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Donc, la séparation entre le public et le privé, alors là, elle a totalement volé en éclat. Les gens publient l'intégralité de leur vie et les photos de leurs enfants et de leurs conjoints et leurs histoires de séparation. Tout est publié sur les réseaux et les gens le font eux-mêmes, on ne leur impose pas. Hein. C'est juste que cette séparation du public et du privé n'est plus ressentie comme ayant une force de mobilisation ou de pertinence. On était dans un monde où pour faire, si certains d'entre vous ont envie de gagner 1 milliard en partant de pas grand-chose, vous tentez. Non, vous ne seriez pas une conférence de film. Enfin, si jamais certains d'entre vous ont envie de gagner 1 milliard. Bon, Ford, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la première modernité, ce qu'il fallait, c'était pouvoir produire un produit à la chaîne dans des quantités industrielles pour gagner des économies d'échelle, c'est-à-dire le produire en fait
à moindre coût grâce aux économies d'échelle et le vendre à un très grand nombre de personnes. La Chine fonctionne un petit peu encore sur ce modèle-là. Mais en réalité, ceux qui ont gagné 1 milliard dans les 20 ou 30 dernières années, ce sont ceux qui ont créé des plateformes de mise en relation. Qu'est-ce que c'est que Facebook? C'est une plateforme qui vend des profils de particuliers à des annonceurs. Enfin, si vous l'analysez du point de vue business, pour vous, c'est pas ça l'interface. Mais du point de vue business, c'est on vend des profils ou des données sur des particuliers à des annonceurs. Qu'est-ce que c'est qu'Amazon? On met en contact des acheteurs avec des producteurs de livres, d'objets électroménagers ou de ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est que Uber? On met en contact des chauffeurs avec des clients. Donc en fait, pour gagner beaucoup d'argent, il faut être là. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Ce qui crée le plus de richesse aujourd'hui, c'est la relation et non pas l'objet. C'est la connexion qui crée la richesse. C'est pas facile à comprendre pour ceux qui sont nés avant 1989. Comment ça? Ah si. Moi, je suis encore étonné du fait que, par exemple, quand j'ai appris, par exemple, que Airbnb avait dépassé la capitalisation boursière de Sheraton et de Hilton, et qu'à un moment avait même dépassé la capitalisation boursière des deux, je me suis dit, mais c'est pas possible. D'un côté, il y a des vrais immeubles, du solide, de la pierre partout dans le monde, et de l'autre côté, il n'y a que de la mise en relation, c'est du vent. Pourtant, non, c'est là que se produit la richesse. Division du travail. La division du travail, c'est terminé. C'est vraiment ce qu'on demande dans le tertiaire aujourd'hui, c'est bien plus le multitasking, c'est le fait de pouvoir mener plusieurs tâches en parallèle. Et d'ailleurs, même le dentiste, il fait ça, parce que maintenant il a pas de secrétaire, il prend ses rendez-vous lui-même, il regarde un truc sur son ordinateur, il revient à son patient, etc. En fait, tout le monde multitask, tout le monde est en train de faire un peu plusieurs choses en même temps. C'est exactement le contraire de ce que faisait Chaplin sur ses machines, même si le multitasking se fait sur des machines. C'est-à-dire vous avez plusieurs fenêtres ouvertes dans votre navigateur, plusieurs discussions en cours sur plusieurs interfaces, etc. Et puis, il y avait une opposition bien nette entre le travail et le loisir, et le loisir, ça s'est complètement terminé. Au travail, chacun fait des choses pour soi, on peut s'acheter un livre, un disque, préparer son week-end, acheter un billet d'avion, etc. Correspondre avec ses amis, et puis, en fait, chez soi, on va traiter le soir, tôt le matin, le week-end, ses mails de travail, ses tâches professionnelles. En fait, cette séparation, elle est complètement venue en nous. Donc vous voyez très bien comment on avait fondé une modernité sur un régime de séparation, et on est rentré dans un régime de connexion. Et alors, bon, c'est assez simple dit comme ça, enfin, j'espère que ça vous paraît simple et que ça vous paraît clair, mais beaucoup des ébranlements ou des difficultés à comprendre, ou des étonnements qu'on peut avoir devant le monde actuel, viennent de ça, de cette difficulté à se situer dans cette colonne-là. Alors voilà, ça c'était ma première partie. Je vais être beaucoup plus rapide sur la deuxième, qui est... Est-ce que j'étais clair déjà jusque-là? Oui. Oui. Parce que la technologie ça tombe bien, puisque vous avez compris que j'essayais de... C'est une mise à jour. Pour ceux qui sont nés comme moi avant 89, c'est l'opération mise à jour du système. Du système d'exploitation. Alors, dans cette civilisation technologique, non, mais il y a pas mal de notions, mais en même temps, ces notions, au fond, à la fois elles sont loin de nous, parce qu'on politique peu sur ces notions, et en même temps, ce sont des objets sur lesquels on travaille sans cesse. Donc on manipule sans cesse. Alors, dans cette civilisation, dans cette ère de la technique, dans cette ère de la technologie, où nous sommes plongés, il existe une philosophie de l'action dominante. Je rajoute une couche, je sais qu'il y a pas mal de notions, mais je vais essayer de rester simple. La morale dominante, l'éthique dominante, la vision de l'action dominante dans le monde actuel, c'est l'utilitarisme. Là, on n'a pas de chance, c'est qu'en tant que Français, on n'est pas formé à l'utilitarisme. L'utilitarisme, c'est une doctrine qui naît en Angleterre, sous la plume de deux auteurs, Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Ces auteurs ne sont pas au programme, pas enseignés, en tout cas jusqu'au bac. Et en fait, les Français, ils sont un peu insulaires en philosophie, c'est-à-dire ils enseignent surtout la philosophie française. Alors ça, c'est un peu un problème quand même pour comprendre le monde actuel, hein, quand on est de culture française, qu'on a fait ses études en France, parce qu'on ne connaît pas le courant d'éthique ou morale dominant dans le monde. Ce courant, il naît sous la plume de Jeremy Bentham,
dans un livre d'abord publié à compte d'auteur en 1780, puis édité chez un véritable imprimeur à Londres en 1789. C'est l'introduction au principe de la morale et de la législation. C'est pas du tout une introduction, c'est un système. Ça fait 400 pages, 400-500 pages, c'est pas du tout une introduction. Il n'y a pas un livre qui vient après. Non, ça c'est le livre. Et dans ce livre, dès les premières pages, Jeremy Bentham dynamite toutes les morales qui ont existé avant lui avec un principe extrêmement simple. Et j'y insiste, je pense qu'on peut avoir d'efficacité en morale ou en éthique ou quand on propose une philosophie de l'action qu'en étant extrêmement simple. Sinon, c'est pas applicable. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que la morale naturelle à l'être humain, c'est d'être utilitariste, c'est-à-dire de vouloir maximiser son utilité. Qu'est-ce que c'est que l'utilité? C'est pas beaucoup plus clair en anglais qu'en français, ou plutôt on peut en donner plusieurs définitions. Dans l'esprit de Bentham, c'est largement le plaisir. Dans l'esprit de John Stuart Mill, ce sera un peu plus le bonheur. C'est-à-dire qu'il va, Bentham, disons, va en faire quelque chose d'un peu plus corporel, d'un peu plus physique, Mill d'un peu plus moral, d'un peu plus intellectuel. Mais en fait, il s'agit quand même bien, on pourrait dire qu'il y aurait une continuité entre utilité, bien-être, bonheur, plaisir. On pourrait les utiliser ici comme des quasi-synonymes. Elle dit qu'en fait, l'être humain, sa morale spontanée, c'est de vouloir maximiser son utilité à titre personnel. Mais ce qu'elle dit aussi, tout aussitôt, c'est que quelqu'un qui gère un collectif, par exemple une association, une entreprise, une université, va essayer de maximiser l'utilité, ou une nation, une ville, un maire, va essayer de maximiser l'utilité pour son organisation, son collectif. Il va essayer de maximiser le bien-être de ses concitoyens s'il est maire, des membres de l'association s'il est président de l'association, etc. Les salaires et le bien-être de ses employés s'il est chef d'entreprise, etc., etc. Donc en fait, dans l'esprit de Bentham, ce principe d'utilité, il vaut à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'utilitarisme, c'est la doctrine qui nous dit qu'il faut maximiser le bien-être, ou l'utilité, ou le bonheur, ou le bien-être, oui, le bien-être, j'ai dit, du plus grand nombre, d'un nombre maximum de personnes. Mais dans l'esprit de Bentham, il n'y a pas de contradiction. Alors, cette idée-là, elle est clairement dirigée contre l'Église, contre toutes les Églises à l'époque. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a une morale qui fait fi complètement et des 10 commandements, et de la notion de péché, et de la notion de vice, et du jugement dernier. Et dans l'esprit de Bentham, c'est très présent. On est à la fin du XVIIIe siècle. Mais ce qui est certain, c'est que cette doctrine morale, qui est une machine de guerre dirigée contre l'Église, a abattu toutes les autres doctrines morales. Je ne vais pas lister les autres doctrines morales, mais il y a des doctrines qui sont plutôt... Il y avait l'éthique des vertus, par exemple, qui consistait en une réflexion sur la vertu de la vie bonne, qui nous vient d'Aristote. Il y avait d'autres morales, d'autres éthiques qui étaient présentes en compétition avec la doctrine utilitariste. Celle-ci a gagné surtout. Et très vite, cet utilitarisme est devenu... En fait, il a été simplifié. Ce qui ne vous a pas échappé, sans doute, dans cette première définition, présentation de l'utilitarisme, c'est que cette notion d'utilité a un caractère un tout petit peu flou, et qu'on peut aussi entendre profit. Ceux qui vont entendre très fortement profit dans cette histoire, ce sont les économistes, qui vont mettre dans leur modèle, les économistes de la période classique, vont mettre dans leur modèle un homo economicus, un agent rationnel qui cherche à maximiser son profit, avec certaines contraintes. Des contraintes d'argent, de capital, et des contraintes de travail, de nombre de salariés. Mais ce qui est certain, c'est que moi j'ai l'impression que ce schéma d'action de cette philosophie utilitariste infuse dans l'ensemble des outils technologiques dont je vous ai parlé. En réalité, nous sommes à l'échelle planétaire dans une ère utilitariste. Je dirais que c'est la rationalité commune ou la philosophie de l'action commune aujourd'hui entre un Chinois, un Américain, un Européen, et c'est même à partir de là qu'on peut se comprendre. C'est-à-dire qu'on peut se comprendre et on peut se comprendre ce que l'autre va faire, parce que l'autre est utilitariste et que moi je le suis aussi. Nous poursuivons presque tous des valeurs utilitaristes. On peut avoir des conflits sur la notion de profit. Par exemple, pour le directeur d'une ONG écolo, la notion de maximiser l'utilité ne sera pas la même que pour un directeur d'usine. Mais néanmoins, on voit bien dans les ONG, il y a des
procédures de maximisation, d'évaluation, on monte des dossiers, on veut prouver son efficacité, on note chaque chose qu'on fait. On voit bien que le schéma d'action, le schéma rationnel est le même. Maximisation. Maximisation et optimisation des ressources disponibles pour maximiser le résultat. Donc c'est pour ça qu'en fait, un industriel sait ce que va faire une ONG écolo et quelqu'un d'une ONG écolo sait à peu près ce que va faire un industriel. On peut prévoir le comportement de l'autre parce qu'on partage le même schéma d'action. Alors, ça nous emmène en fait dans un monde, cette philosophie, on va dire, de l'action, cette philosophie utilitariste, elle vient se connecter ou se coupler avec la technologie. Parce que tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure, ce monde de technologie, de connexion, etc., ces algorithmes, à quoi servent-ils? À optimiser les ressources. À optimiser les ressources et à nous permettre de maximiser notre profit. Là, l'exemple type, c'est celui que j'ai donné au départ, c'est celui du déplacement dans l'espace, où grâce à Google Maps, tiens, j'ai cité une marque, mais grâce à Google Maps, je repère le déplacement le plus efficace, le mieux optimisé, ce qui va me permettre de maximiser ma satisfaction. Ça, que je sois en train de travailler parce que je vais arriver en avance à mon rendez-vous, que je sois en vacances parce que je veux profiter du site que je veux aller voir et ne pas me perdre. En fait, le schéma de maximisation, le schéma d'action, c'est le même. Optimisation des ressources, maximisation du plaisir. Alors, on pourrait dire, c'est très bien tout ça, c'est très bien. Seulement, si on se laisse faire, le dispositif est tellement puissant qu'il n'y a plus qu'à se laisser mener. Vous restez devant votre machine, la machine vous dit où elle est. Il n'y a plus de problème. C'est ce que j'appelle le GPS existentiel. Tournez à droite, tournez à gauche, tournez à droite, tournez à gauche. Ça se déroule tout seul en fait. Ce que vous avez à faire, puisque vous n'avez plus vraiment d'intériorité, que vous êtes de toute façon un rouage ou un nœud dans un filet, une maille dans un filet, et qu'à travers vous passent des messages, au fond votre marge de manœuvre est très très faible. Vous êtes pris dans ce système. Voilà qui fait vraiment système. Alors, arrivé à ce stade, vous allez vous dire que ce que je vais recommander, c'est de se déconnecter. Mais non. Mais non, parce que... Alors, peut-être. Mais pourquoi je dis non? Parce que pour se déconnecter, il ne faut pas avoir besoin de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, pour se déconnecter, il faut avoir un patrimoine. Et où il faut avoir hérité, si on est jeune. Mais si on veut aujourd'hui gagner sa vie, il faut fonctionner avec ce système, d'une manière ou d'une autre. C'est indispensable. Même un métier très naturel. Vous êtes guide de haute montagne. Ils vont venir par où, les clients? Bon, vous appelez sur quoi? Sur un smartphone. Ils vont venir par où? Par un site Facebook, par un site web. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Payer Facebook pour diffuser la publicité de votre activité. En fait, si vous avez besoin d'argent, même dans des métiers très naturels, vous faites du miel de montagne. Vous pouvez le vendre au petit marché local. Mais assez vite, vous allez devoir peut-être créer aussi vous, une histoire autour de votre miel, de votre terroir, et puis cette histoire la faire circuler. En fait, moi je trouve très très égarant, je trouve que chez ceux qui prônent la déconnexion, il peut y avoir quelque chose d'un peu égarant parce que c'est parfois eux-mêmes des gens qui ont sur l'échiquier social des positions très privilégiées. Quand vous regardez les migrants, par exemple, qui arrivent en Europe, leur bien le plus précieux, c'est le smartphone qu'ils ont dans leur poche. Et c'est pas parce qu'ils sont... c'est parce que dans le monde actuel, c'est leur bien le plus précieux. C'est leur seul moyen de gagner de l'argent, de trouver leurs proches ou leur famille ou leur communauté dans le pays où ils vont arriver, d'établir des contacts professionnels, de se loger, c'est leur bien le plus précieux. Presque plus précieux que d'avoir de l'argent liquide. Enfin, l'argent liquide, ça sert aussi, mais ça, c'est vraiment un bien vital. Donc, c'est pas secondaire. C'est pas que la technologie, c'est un truc en plus, comme ça, un gadget. Non, c'est vital. Et donc, surtout aux jeunes, enfin, je dirais qu'on ne peut pas dire aux jeunes, allez vous déconnecter, ou alors si on le dit, si, mais ça va être des itinéraires de sainteté, de grand renoncement, c'est-à-dire de vivre d'une autre manière. Mais alors, il faut aller trouver un barbèche, un coin tranquille, construire une yacht, rentrer dans d'autres logiques de vie. Ce qui est possible, mais qui va concerner très peu de monde. Or, il me semble que la plupart des jeunes, surtout dans un cadre universitaire, par exemple, ils cherchent une manière d'interagir avec le monde actuel.
et que de trouver leur place, ils cherchent à trouver une place dans la société actuelle, une manière de travailler avec le monde actuel. Comment je vais faire dans ce monde-là? Alors c'est pour ça que je ne vais pas vous prôner la déconnexion, même si la déconnexion est sympathique, parce qu'il me semble que ce serait, enfin, philosophiquement irresponsable. C'est-à-dire que la déconnexion, il y a un petit nombre de personnes qui peuvent le faire. Soit parce que ce sont des saints, soit parce que ce sont des riches. Mais au fond, à part ces quelques personnes-là, le père de famille, c'est pas possible. Donc, mon idée, elle est très très simple. Je vous ai dit qu'il fallait avoir une philosophie d'action très simple, sinon une philosophie d'action compliquée, on peut pas l'appliquer, on ne peut pas la mettre en place. Vous voyez la maxime d'utilité, maximiser son plaisir ou son bien-être ou son profit, c'est vraiment très très simple. Eh bien, là ce que je vous propose de dire, c'est maximiser son profit, ça vient fonctionner avec le monde actuel, soit d'accord, mais sous contrainte idéale. C'est ce que j'appelle le post-utilitarisme. C'est que vous posez un idéal d'abord, et ensuite vous maximisez votre profit. À travers un exemple, je vais faire comprendre ce que j'entends par là. L'idée, c'est de poser d'abord un idéal. Prenons le cas d'un menuisier. Ce serait déclinable dans tous les domaines d'activité. Bon, mais le menuisier, d'ailleurs, c'est amusant. Enfin, je vais vous faire une interprétation du menuisier. Le menuisier, c'est l'exemple que je donne dans le livre et je vais le reprendre. Alors, prenons le cas d'un menuisier. Son idéal, ça peut être un idéal d'ordre esthétique. Faire les plus beaux meubles possibles, aller le plus loin dans la recherche en ébénisterie. Ou bien son idéal, ça peut être un idéal d'ordre écolo. Il pourrait se dire, tiens, je vais réfléchir à l'approvisionnement en bois, comment on pourrait faire pour éviter d'employer du bois tropical, qui vient de la déforestation, est-ce qu'il y a d'autres chemins possibles. Son idéal, il peut être, peut-être qu'il n'a rien à voir avec les meubles, son idéal. Peut-être que son idéal, c'est de faire régner une certaine atmosphère dans son atelier avec ses apprentis ou son équipe, avec ses clients. C'est dans une manière d'être, dans une certaine qualité de la relation aux autres autour du travail. Et finalement, l'objet du travail n'est pas le cœur de son idéal. Mais vous voyez, il y a cette idée où son idéal, ça peut être un idéal d'ordre social et politique, c'est faire des meubles pas chers, en fait, des meubles de qualité, pas trop chers, pour des ménages, voilà, des jeunes ménages ou des gens qui ont un budget limité. Donc vous voyez, il donne un idéal, et ensuite, mon idée, c'est que le post-utilitariste donne d'abord un idéal, et ensuite, ce même menuisier, il a une banque, il a un comptable, une comptable, il a des impôts à payer, donc ensuite on joue le jeu. Mais on prend un seul idéal. Ça ne veut pas dire qu'on est intégralement vertueux. Ça veut dire qu'on s'est doté d'un idéal qui est comme une boussole ou un cap qu'on s'est donné. Voilà, moi je tends vers ça. Je maximise mon profit, certes, mais sous contrainte idéale. Je ne fais jamais rien qui peut renier mon idéal. C'est très très net dans le cas des écrivains. Il y a un écrivain qui me dit, moi je veux vendre un écrivain utilitariste standard. Je veux vendre le maximum de livres possible pour gagner le plus d'argent possible et être le plus célèbre possible. Je ne donnerai pas de nom, mais il y a des gens dont c'est le moteur. Et à ce moment-là, ils font des livres qui permettent d'atteindre cet idéal de type utilitariste standard. Mais un écrivain post-utilitariste, il va se dire, bon, je vais faire les meilleurs livres que je suis capable d'écrire, et puis ensuite, alors j'ai un éditeur, j'ai des libraires, je joue le jeu en fait, en quelque sorte. Je joue le jeu, je fais de la promo, je joue le jeu, mais quand j'ai un choix à faire sur le type de livre que j'écris, je ne laisse pas mon appétit, disons, d'argent ou de gloire émietter ou abîmer la qualité de ce que je suis en train de faire. Vous voyez, c'est ça un post-utilitariste. Et je pense qu'on peut l'être dans beaucoup de métiers. D'ailleurs, je vous disais, j'allais vous raconter une anecdote. Après l'apparition du livre, il y a un menuisier qui m'a écrit. Il m'a dit, je suis le menuisier. Je suis le menuisier dont vous parlez. Parce qu'à un moment, j'aurais pu faire grandir ma petite entreprise, on était 2, 3, etc. Mais moi, j'aime le bel ouvrage. Donc aujourd'hui, j'ai une petite retraite, mais j'ai fait des beaux meubles toute ma vie, je suis très satisfait. Donc je me suis dit, tiens, voilà, ça, je suis le menuisier. Voilà. Donc il existe, le menuisier post-utilitariste. Mais encore une fois, je parlais du menuisier et de l'écrivain. Eux, ils ont un produit fini qui est soit le meuble, soit le livre. Dans beaucoup de métiers, du tertiaire ou de la relation, il n'y a pas vraiment de produit fini. Et là, je pense que, au fond, la motivation de type post-utilitariste, l'idéal, il est du côté des relations humaines.
c'est là, à mon sens, que beaucoup de gens vont puiser dans la signification profonde de leur travail, dans la qualité des relations qui se nouent autour de l'objet du travail. Si les relations sont infernales, ou désagréables, ou dégradées, s'il y a un petit chef, un pervers narcissique, le travail peut devenir un enfer, même quand les notes sont très très louches. Donc voilà, vous voyez une chose très très simple qui est de dire que les premiers économistes parlaient de maximisation du profit sous contrainte d'argent, de capital et de quantité de travail. Et là, c'est de se dire, mais si on donnait une contrainte qui n'est pas une contrainte d'ordre matériel, si on disait qu'au départ, il y avait une contrainte d'ordre idéal, mais une seule, ça doit être tenable. On doit pouvoir réussir à ne pas mourir de faim dans le monde actuel en gardant un seul idéal. Est-ce que c'est individualiste? Un peu. Mais pas tant que ça, parce que ça veut dire que chacun, à travers son idéal, se déclare responsable d'un petit morceau du monde. Vous voyez, si pour l'un c'est la beauté et pour l'autre c'est le social, chacun se déclare responsable non pas du monde en son entier, mais se déclare responsable pour un petit morceau du monde. J'essaye d'agir pour un petit morceau du monde, pour un idéal qui excelle ce que je suis moi, ma petite personne. Voilà, donc c'est ma conclusion, et il me semble que ce post-utilitarisme, c'est une manière de se tenir dans ce monde très technologique qui nous emprisonne dans un système d'optimisation et de maximisation, où on tourne un peu comme des hamsters dans notre roue. Et voilà, ça permet tout simplement de retrouver un peu de joie quand on se lève le lundi matin, de savoir pourquoi on agit, pourquoi au quotidien on tisse des relations avec les autres. Si on a un idéal, c'est facile. Si on n'en a pas, à mon avis, l'existence est bien perdue. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on va directement donner la parole. Oui, moi, il y a toute une question sur la dernière partie, c'est-à-dire les propositions. Parce qu'effectivement, je crois qu'on s'en fait plaisir quand on fait un bel ouvrage ou quand on tisse du relationnel avec son voisin ou avec sa communauté professionnelle. Mais qu'est-ce qu'on fait d'une perspective politique? C'est-à-dire, en fait, comment on se situe dans le cadre de l'intérêt général et comment on bâtit un projet qui fait qu'on prend sa place dans la société dans laquelle on habite. Parce que je voudrais prendre un exemple très concret, parce qu'on est dans le concret. Je fais des meubles esthétiquement très recevables, mais je m'adresse à une clientèle qui peut payer. Si je fais la même chose, mais en conduisant un budget qui permet un accès à ces objets, c'est-à-dire qu'en fait je fais de l'esthétique, mais aussi je m'intéresse au fait qu'on puisse acheter ces objets. Lequel on privilégie? Est-ce que celui qui fait l'esthétique pour l'esthétique, qui s'adresse à une population bourgeoise, est-ce qu'il est encore dans l'idéal? Voilà, pour moi c'est vraiment une question fondamentale sur quelle place je peux prendre dans la société. Merci, c'est une très bonne question. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième partie, qui est peut-être la plus simple. J'ai bien dit un seul idéal. C'est-à-dire que, précisément parce que vous créez des situations trop difficiles ou trop complexes si vous voulez être intégralement vertueux. Mais c'est valable dans la vie en général. C'est-à-dire que si vous voulez à la fois faire les plus beaux meubles possibles pour tous et avec une empreinte écologique remarquable, bah c'est bien, ça s'appelle la moraline, mais c'est infaisable. Déjà tenir un idéal, une exigence de beauté, et je crois qu'il n'y a pas à en rougir. Le Caravage ou je sais pas, Michel-Ange ont peint pour de richissimes commanditaires des œuvres universelles. Je veux dire qu'effectivement, d'où vient l'argent? Parfois, il vient de personnes qui l'ont pas acquis de manière très ragoûtante ou très honnête, mais au fond, l'œuvre est là. Un idéal. Et donc, effectivement, il me semble que vouloir à la fois l'idéal social et l'idéal esthétique, et vouloir les joindre, ça peut créer des conflits, et qu'à ce moment-là, il faut hiérarchiser. C'est pour ça que je dis un idéal, et que ce n'est pas une doctrine de la vertu intégrale. Les doctrines de la vertu intégrale, pour moi, elles sont inhumaines, enfin surhumaines. Ça, c'est la première chose. Mais la première partie de la question était plus difficile. C'est vrai que ce qui ne vous a pas échappé, c'est que, et je crois que c'est peut-être aussi un effet générationnel. Je suis né en 75. Moi, les formes, pour moi, traditionnelles de l'action politique, c'est-à-dire, soyons clairs, les partis politiques et les syndicats ne sont pas des formes très attirantes. C'est-à-dire que, je crois que c'est générationnel, c'est-à-dire que j'ai grandi
vit dans un monde où les partis politiques étaient très dégradés. Pourtant, j'ai fait Sciences Po, mais ceux de mes camarades qui se dirigeaient vers Sciences Po, vers les partis politiques, vers la politique politicienne, mais ils entraient dans des machines à laver qui les a lessivés intellectuellement. On leur a fait pondre des rapports et des idées qui n'ont jamais servi, on leur a fait coller des affiches. Ils sont sortis de là, gris couleur muraille. Et c'est vrai que j'envie pas du tout leur sort. Les partis politiques n'étaient pas très attirants. On ne peut pas dire non plus que dans le monde du travail dans lequel je suis rentré, les syndicats avaient leur force de cohésion ou de création d'une culture commune qu'ils ont pu avoir pendant l'ère industrielle. Donc effectivement, mon affaire de post-utilitarisme, c'est une affaire de déçu de la politique traditionnelle. D'enfants d'une génération pour qui cette politique traditionnelle, regardez le monde, enfin, je ne sais pas si la campagne présidentielle actuelle vous enthousiasme. Moi, par exemple, elle ne m'enthousiasme pas. Je préfère discuter avec vous de l'idéal et de la place de l'idéal dans ce monde technologique que de faire de la politique politicienne. Donc, voilà, alors je sais que c'est décevant. Et je sais qu'il y a des gens qui y croient encore et qui se battent et qui essayent de monter des partis, des actions, de remporter des élections. D'après mon expérience, ceux qui ont eu une sorte de retour sur leurs espoirs politiques, enfin de traduction dans le réel de leurs espoirs politiques, mais c'est une banalité de le dire, c'est ceux qui ont brigué des mandats locaux, en fait, avec une vision assez concrète, une application assez directe de leurs idées sur un territoire donné. Merci pour la présentation. J'ai beaucoup aimé l'histoire du J'ai beaucoup aimé l'idée du post-utilitarisme avec cette notion d'idéal. Mais j'ai quand même une petite question sur, c'est peut-être justement une différence de génération aussi qui nous sépare, où aujourd'hui on est dans un contexte quand même écologique qui fait que notre idéal devrait, ou selon moi, devrait être guidé sur des valeurs écologiques et juste se dire, faire des belles choses pour faire des belles choses, si derrière ça a des impacts non négligeables, est-ce que c'est valable à l'heure actuelle? Je sais pas, je ne pense pas que l'empreinte carbone ou l'empreinte écologique du monde de l'art soit alarmante. Enfin, en général, si on parle de la beauté ou de la quête de beauté, ne créons pas un dilemme là où il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire, il ne me semble pas qu'il y ait un dilemme majeur. On parle plutôt en écologie de choix de politique énergétique, de choix de transport, en fait de gros ensembles, de grosses infrastructures. Et souvent la quête de beauté se fait à une échelle individuelle ou de quelques individus, d'une avant-garde. Mais est-ce qu'il y a un idéal qui devrait s'imposer à tous par un contexte? Ma réponse, ce serait plutôt non. Parce qu'il est bon qu'il y ait un pluralisme des idéaux. Regardez, moi ça m'effraierait en fait, si on était dans un monde de petits soldats formatés ayant tous le même idéal. Il y aurait quelque chose qui m'effraierait énormément. Il me semble assez bon, et même c'est une déclaration d'amour au pluralisme démocratique en quelque sorte, mais c'est-à-dire il me semble assez bon de vivre dans un monde où il y a des gens très différents dans leurs options, dans leurs croyances, et où il y a des luttes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une lutte entre effectivement les terriens, ceux qui veulent qu'on considère la limitation des ressources de la planète, de la Terre, et qu'on prenne acte de cette limitation pour revoir nos politiques énergétiques et nos politiques collectives. Et puis ceux qui ne sont pas les terriens, qui poursuivent un programme qui était dans la première modernité, qui est un programme de maximisation. Oui, parce que ce que j'ai pas dit, la maximisation du profit, c'est ce qui nous a mis dedans. C'est évident. Comment vous voulez maximiser dans un monde de ressources finies? Comment vous voulez... La maximisation, c'est un projet mathématique. C'est infini. Donc un programme de croissance infinie dans un monde de ressources finies, qu'est-ce que ça crée? Une crise écologique. Mais néanmoins, je ne crois pas que ça suffise à dicter un idéal. Je pense qu'on vit dans un contexte où beaucoup de gens devraient s'orienter assez spontanément vers ça, mais il me semble que la réponse à l'idéal, c'est que l'idéal, il ne vous tombe pas dessus en lisant le journal. Il est vraiment... il faut qu'il soit chevillé au corps, c'est-à-dire que ça doit être un désir profond. Si vous ne le sentez pas, si ce n'est pas votre truc, n'y allez pas. Parce que au premier moment où il faudra tenir l'idéal face à la perspective d'un profit,
vous allez lâcher. Donc il faut que ce soit quelque chose auquel vous croyez tellement que vous pouvez l'opposer à une perspective de profit forte. Bonsoir, merci pour la présentation. Du coup, moi j'avais une question concernant l'idéalisation et le fait qu'il devrait être unique pour pouvoir être, entre guillemets, moins esclave du système. Est-ce que le fait de choisir un idéal pour pouvoir être le mieux possible, c'est pas aussi complexe parce que ça nous rapprocherait seulement d'un seul concept, par exemple d'un seul domaine, ou dans le domaine du travail, mais on a plusieurs, même s'il y a un enchevêtrement, par exemple, de la sphère privée et la sphère publique, enfin, du domaine professionnel et du domaine privé. Est-ce que c'est pas compliqué de se dire qu'on a un seul idéal et qu'on voudrait le mettre en place, par exemple, dans le domaine professionnel, être un bon prof pour acquérir des bonnes connaissances et transmettre les meilleures connaissances à ses élèves, mais la vie elle ne s'arrête pas que au monde professionnel. Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage ou un gap? Oui, oui. Alors il y a deux choses dans la question. Est-ce que c'est compliqué de trouver son idéal? Je dirais oui et non. J'ai commencé à donner des éléments de réponse en parlant d'un désir profond. Pour moi, c'est vraiment de ce goût-là. J'avais, dans le cadre d'une autre réflexion, j'avais soutenu l'idée qu'il faut toujours obéir à son désir le plus grand. Mais pour moi, le désir le plus grand, c'est pas un appétit, c'est quelque chose. Les Grecs parlaient de hormé pour parler de ça, c'est l'impulsion fondamentale qui nous mène à vivre. C'est-à-dire quelque chose qui vraiment nous conduit et nous habite. Donc, à mon sens, ça, on le sait. On le sait peut-être confusément, mais quand on ressent quelque chose profondément, en fait, on le sait. Ce qui nous en détourne, c'est parfois l'entourage, le contexte, le parasitage médiatique, les flux d'informations. Ça peut, en quelque sorte, la télépathie assistée par les machines peut faire qu'on perd un peu le contact avec soi-même et avec ses aspirations les plus profondes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on vit toujours dans une forme de décollement permanent. Mettons, si pendant toute la première partie de la journée, vous êtes sur Facebook et qu'à partir de là, vous buvez du rhum pendant toute la deuxième partie de la journée, non, je plaisante. Vous voyez bien que vous n'aurez jamais les idées totalement claires pour savoir quel est votre désir profond. C'est une blague, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il faut se donner le calme, une forme de recul nécessaire pour laisser apparaître, ou s'exprimer, ou s'affirmer ce désir qu'on porte en soi. C'est ça que j'entends par idéal. C'est pas un idéal qui vient du ciel. C'est quelque chose qu'on a peut-être à un état un peu latent et qu'on va décider de cultiver. Vous voyez, on l'a, c'est peut-être... ça commence à s'exprimer à l'adolescence ou à l'enfance, mais c'est là, et hop, on s'en empare et on décide que c'est ça, que c'est le cas. Il y a une décision forte, rationnelle, éthique, personnelle qui vient s'ajouter à un désir. Ça, c'était la première partie de la question sur est-ce que c'est compliqué. Alors, oui, c'est un peu compliqué de ne pas se laisser parasiter, envahir, influencer, de vraiment trouver quelque chose avec quoi on est en adéquation. C'est un peu compliqué. C'est un peu comme dire, est-ce que c'est facile de trouver sa voie? C'est facile, parce que peut-être que vous savez déjà quelle est votre voie. Mais peut-être que c'est un peu compliqué, parce que vous êtes dans un contexte où vous vous en éloignez. Il y avait une autre partie dans la question. Ah oui, j'ai oublié. Non, c'était comment on fait pour tenir son idéal dans les contextes... Ah non, l'autre partie c'était ça, c'était est-ce que c'est professionnel ou est-ce que c'est non professionnel? Oui, ma réflexion est un peu professionnelle. C'est une réflexion, en tout cas dans ce livre-là, comment ne pas être esclave du système. Parler d'esclavage, parler de système, oui, c'est un peu parler de la place dans la société, au sens... enfin, ça n'a pas vraiment un sens de séparer le temps de travail et le temps de loisir, mais il s'agit bien de la question de l'action sociale. L'action dans une sphère qui n'est pas seulement la maison ou le studio ou l'endroit où on vit avec ses proches, mais l'inscription dans une société plus large. Ouais. Peut-être que, enfin, moi je me posais la question, parce que cet idéal il peut être amené à changer au fil du temps. Peut-être qu'on peut avoir un idéal quand on est jeune, enfin, moi je prends notre situation, on est étudiant, etc. Peut-être que l'idéal c'est de trouver un métier dans lequel on va se plaire, etc. Et
peut-être une fois dans le métier, on va être amené à faire des rencontres, etc., qui vont faire évoluer cet idéal vers autre chose. Et ce qu'il faut dans ce cas-là, se rattacher à l'idéal qu'on avait depuis le début, comme vous parlez d'une passion, de quelque chose de fort. Est-ce qu'il faudrait se forcer à se rattacher à ça? Ou est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on peut imaginer une évolution de cet idéal ou un changement d'idéal? Je dirais que si jamais c'est vraiment quelque chose qui ressemble à votre désir le plus grand, ou ça va s'exprimer un peu quel que soit votre champ d'activité. Le champ concret d'activité, c'est le terme des opérations, il est seulement un peu un prétexte. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a une forte orientation vers le social, ou quelqu'un qui a une forte orientation vers l'écologie, ils vont l'exprimer un peu partout dans leur manière de faire, non? Enfin, à La Réunion, comme en métropole, comme n'importe où ailleurs dans le monde. Enfin, Et donc, il me semble que il y a une certaine plasticité. C'est-à-dire que nous, on évolue, ce qu'on fait évolue, mais il y a une certaine sorte de cap qu'on peut garder. Je vais vous poser une question à propos du singulier. Quand vous dites comment ne pas être esclave du système, est-ce qu'il y a Big Brother, n'est-ce pas, qui décide de tout, et que nous n'ayons plus à réfléchir, que nous devions obéir en esclave, en quelque sorte? Ma tendance, ce serait plutôt à parler des systèmes, parce qu'en effet, nous renvoyons souvent sur le cadre politique, dans un contexte donné, en France, mais si nous vivions dans un autre pays, le système serait différent. Donc, pourquoi avoir singularisé ensemble, mis au singulier, le terme système? Alors, je vais d'abord raconter une anecdote, puis après je vais répondre précisément. L'anecdote, c'est que je m'étais trouvé à faire une conférence dans le comité exécutif d'un très grand opérateur de téléphonie, on va dire ça comme ça. Et parmi ces cadres dirigeants, à l'issue de la conférence, on discute, et puis il y en a un qui dit, voilà, j'ai fait les calculs, là, le passage à la 5G, c'est une ânerie, quoi. C'est surtout en cette période on parle de réchauffement climatique, d'énergie, d'économie d'énergie, c'est un coût énergétique énorme. Et en fait, il n'y a que quelques professions très rares qui en ont besoin, comme des gens qui travaillent dans la finance, de la 5G. On pourrait prévoir un équipement spécifique pour quelques personnes, mais le passage de tout le monde à la 5G, c'est vraiment une bêtise. Et puis, à ma grande surprise, les autres commencent à dire oui, c'est vrai, c'est vraiment... ça n'a aucun intérêt, aucune pertinence, c'est pas du tout le bon choix à faire. Et là, il y a quelqu'un qui dit, je vous assure, hein, c'était comme assister à une scène à l'école primaire, quasiment, enfin, qui dit, oui, mais si on le fait pas, vous pensez que nos concurrents vont le faire? Et là, il se regarde, il dit non, parce que je dis ça, on a quand même 120 000 employés, pardon, on a que 120 000 employés, c'est quand même 120 000 foyers qui dépendent de nous. Là, il y a un silence. Et on comprend qu'ils vont passer à la 5G. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas Big Brother, il n'y a pas une personne qui décide, c'est l'exemple typique, pourquoi j'ai pris cet exemple, d'un process sans sujet. On se retrouve dans une situation que personne individuellement n'a voulu. Il n'y a pas quelque part un fou qui a voulu le monde actuel et qui l'a pensé, qui l'a désiré. Mais il y a plein de gens qui sont entraînés par des logiques par des process sans sujet à agir dans cette direction. C'est très très difficile pour un opérateur de téléphonie de ne pas passer à la 5G, pour quasiment impossible, sauf à décider de ne plus être un opérateur de téléphonie, c'est-à-dire ou à se condamner soi-même ou à chercher à reconvertir ses services. Alors, ça c'est un exemple. Le système au singulier, oui, je pense qu'il existe, qu'il n'a pas toujours existé, mais je pense qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire que les technologies, le seul endroit où il y aurait une vraie divergence technologique, c'est la Chine. Mais en fait, si on regarde le contenu des applications chinoises, à part qu'ils ont une sorte d'application, c'est comme des poupées russes, ils ont une sorte d'application qui regroupe toutes les applications, qui s'appelle WeChat. En fait, ils ont un système intégré d'applications. C'est comme s'ils avaient leurs réseaux sociaux, leurs SMS, leurs banques, en fait tout sur une seule application, une grande application qui s'appelle WeChat, ce qui facilite la collecte des données. Un seul opérateur possède des données dans toutes les dimensions. Mais à part ce système, si vous voulez, plus unifié de surveillance, et même assez effrayant,
au fond, les chaînes de rationalité qui s'appliquent et les applications et les algorithmes utilisés sont les mêmes, les interfaces même se ressemblent, ce sont des décalcomanies. Et ce qui fait système dans notre monde, quand dans les années 80, un exemple que j'aime bien prendre, c'est quand dans les années 80 vous preniez un avion et vous alliez à Budapest, puis à Londres, puis à New York, vous aviez la possibilité de voir des gens très très différents, dans leur style vestimentaire, dans leur manière de parler, dans leur manière de penser. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, les gens sont partout les mêmes. Mais c'est incroyable à quel point ils sont partout les mêmes. Si vous voyagez un peu, les schémas de rationalité dans la jeune génération, les projets, les plans d'action, la manière, les aspirations, la tenue vestimentaire, le look, les habitudes de consommation, c'est incroyablement unifié. Ça n'a jamais été aussi unifié. Ça n'a jamais été aussi près de faire système. Donc c'est pour ça que quand j'emploie le singulier, c'est pas parce que je suis conspirationniste au sens où je crois qu'il y a un Big Brother ou quelqu'un qui dirige ça. Je crois que c'est un process sans sujet. Mais que c'est bien un système. Pour revenir justement à cette dernière remarque, j'ai l'impression à travers la première partie de votre réponse à la première question, ce que vous venez de dire, que quelque part il y a une main invisible dans le post-modernisme utilitariste. Existe-t-elle cette petite main invisible? Ce serait vachement rassurant. C'est-à-dire que si jamais il y avait une main invisible, ce serait encore une main, c'est encore un opérateur, c'est encore un sujet, c'est encore un dieu, Non, je crois que voilà, ce qu'il faut ici considérer, c'est que la technologie, l'histoire de la technologie a ceci d'assez bizarre, que quand il y a un saut technologique qui est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Ah, non, mais c'est bon, on a fini. Ouais, quasiment. Enfin, on n'a pas fini, mais encore pour un moment. Je vais tenir. C'est l'idée. Non, je ne sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, dans l'histoire de la technologie, c'est pas comme le reste de l'histoire. Quand vous avez une révolution, mettons qu'on met en place un régime autoritaire, vous pouvez voir revenir ensuite une démocratie. Vous avez une occupation militaire, vous pouvez voir revenir l'indépendance. L'histoire politique est réversible. L'histoire technologique est irréversible, mais elle n'est pas enseignée. Ça veut dire qu'il n'y aura par exemple jamais un monde sans la bombe atomique. Il n'existera jamais une humanité future sans la bombe atomique, ça n'existera pas. Mais de même qu'il n'existera jamais un monde sans un réseau. Ce ne sera peut-être pas le web, il y aura peut-être un autre réseau. Mais une humanité qui n'aurait plus de réseau, ça n'existera pas. Donc en fait, les grandes innovations technologiques nous font créer des effets de cliquet. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Et ça, c'est assez surprenant, parce qu'on nous a toujours enseigné que l'histoire était oscillante, et ça, c'est une histoire non oscillante. C'est une histoire en escalier, avec des effets de cliquet. On ne revient pas à l'étape précédente. Donc ça veut dire qu'on doit s'habituer au monde actuel, on doit prendre au sérieux les innovations technologiques, très très au sérieux. Et je ne sais plus très bien en quoi ça va être pour la question ici, je crois que ça va être pour quand même. La main invisible. Oui, la main invisible. C'est ça qu'on pourrait. Il n'y a pas de main invisible, je ne crois pas, parce que la main invisible, ce serait comme s'il y avait encore un opérateur. Par contre, il y a ces effets d'irréversibilité qui nous semblent que l'histoire est dirigée. Enfin, qui font qu'il nous semble que l'histoire est dirigée. On a l'impression qu'elle est dirigée. Mais penser qu'elle est dirigée par un seul être ou une seule personne, c'est de la superstition. Non, mais là, justement, la main invisible, elle est partout, elle n'est nulle part. Elle est dans l'action de chacun, l'idéal de chacun. Alors, cette notion de main invisible, elle a une histoire très, très particulière. Elle a été forgée toujours par Adam Smith, mais contrairement à ce qu'on croit, Adam Smith n'en parle pas dans La richesse des nations. Il en parle dans un autre livre qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle La théorie des sentiments moraux, qui est une théorie de la morale, où en gros l'idée d'Adam Smith c'est qu'on agit en fonction des sentiments d'antipathie et de sympathie que les gens nous inspirent. Si on voit une personne en taper une autre dans la rue, on a de la sympathie pour la victime et de l'antipathie pour l'agresseur. Et il pense que ces sentiments moraux ont été mis en nous par Dieu. Et le moment où il parle de la main invisible, on comprend bien qu'il nous parle en des termes laïques d'une providence divine. C'est pour ça que je vous dis, oui, qui dit main invisible dit sujet. C'est-à-dire que, en fait, pour un homme du XVIIIe siècle croyant, la quête du profit matériel ou l'action sociale est quand même, in fine, dirigée par une main invisible qui est celle de Dieu. Nous sommes dirigés vers une providence qui a un nom sécularisé ou un nom laïque
qui est le progrès. Et vous voyez que le progrès, c'est juste en fait la notion jumelle de la notion religieuse de providence. C'est une notion historique, séculière, mais jumelle de la notion religieuse de providence. C'est pour ça que là, je crois vraiment qu'on peut sortir de ce paradigme de la main invisible. Par contre, qu'il y ait un process sans sujet, qu'on en ait perdu la maîtrise et qu'il y ait des effets d'irréversibilité, ça c'est évident. Qu'en est-il de la perte de vie privée? Quel est votre avis là-dessus? Y a-t-il des remèdes? Est-ce que c'est vraiment battu? Et puis je vais ouvrir une autre question. N'y aurait-il pas moyen de finalement d'être dans une certaine modération, un juste milieu, utiliser la technologie pour ce qu'elle apporte de positif, et puis peut-être tenter de mettre en place un système, je ne sais pas trop comment dire, qui ferait qu'on pourrait éviter l'excès chacun à un niveau individuel, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même des problèmes d'addiction aux écrans, de perte de connexion dans certains cas, etc. Et puis aussi de surveillance, je lisais quelque part, vous parlez de GPS, que finalement on perd la capacité à lire une carte, et un plan de carte routière par exemple, et que du coup, alors est-ce que c'est grave, pas grave, je ne sais pas, mais voilà, il y a toutes ces questions qui se posent quand même. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la déconnexion intégrale ne semble pas être le remède. Avoir des pratiques d'hygiène de déconnexion, ça me paraît intéressant, c'est-à-dire mais ça c'est comme faire du sport ou dormir la nuit, c'est-à-dire qu'il me semble intéressant de prévoir dans son existence des moments de déconnexion comme une forme d'hygiène psychique et physique personnelle. C'est vraiment important, c'est vital. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens vont chercher en réalité dans le sport sans le savoir le fait d'être déconnecté, notamment en courant ou en faisant du vélo, mais ils ne le savent pas en fait, ils ne savent pas qu'ils font du sport ou ils font ça. Alors ils sont quand même un peu pris parce que ils ont peut-être l'application Strava qui tourne et ils vont partager leurs performances ensuite, mais au moins c'est un moment où ils lisent pas leurs messages, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ils restent un peu connectés quand même. Mais donc avoir une hygiène de déconnexion, oui, c'est une chose. Alors ça, c'était une partie de la question. Et pareil, il y avait la perte de vie privée. Alors ça, c'est une question plus difficile. Ce que je dirais, c'est que les gens pensent que l'enjeu est à un endroit et il est ailleurs, dans la perte de la vie privée. Les gens pensent en fait que étaler sa vie privée, c'est dangereux parce qu'un jour, on va vous coincer. Comme on fait chanter quelqu'un, je ne sais pas, quand on sait qu'il a eu... je sais pas, des mauvaises fréquentations dans un bar à hôtesse, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez un peu ces idées qu'on a des services d'espionnage qui prennent des photos compromettantes et qui ensuite font chanter ou maîtrisent des opposants politiques à travers ces photos compromettantes. Donc, on pense en gros que le danger qu'il y aurait à publier sa vie privée, c'est que un jour, on pourrait utiliser contre nous certaines choses qu'on a faites. Et puis la plupart des gens se disent bah, c'est pas grave, je peux tout mettre en ligne puisque j'ai rien à me reprocher. Alors ça c'est l'erreur. En réalité, la morale dans cette histoire, tout le monde s'en fout, les GAFAM en premier, mais tous les opérateurs s'en fichent complètement. Il faut raisonner en termes d'informations qui a de la valeur marchande. Je vous donne un exemple. Deux exemples. Facebook a un algorithme qui permet de prédire avec une bonne probabilité ceux qui vont arrêter de fumer. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un arrête de fumer, en général, il raconte les étapes du processus sur Facebook. Et donc, si vous avez dans votre entourage beaucoup de gens qui manifestent qu'ils ont arrêté de fumer, et que vous êtes vous-même fumeur, vous avez une probabilité qui augmente, à mesure que vous avez des amis avec lesquels vous êtes en interaction constante qui vont arrêter de fumer, vous avez une probabilité qui augmente d'arrêter de fumer. Ça, c'est une information intéressante. Elle a un peu de valeur pour les cigarettiers. Elle n'a pas une grande valeur. Information plus intéressante. Vous apprenez que vous avez une pathologie grave demain, un cancer du poumon, une sclérose en plaques. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher cette information sur Google. Et vous allez la chercher pas une fois, de nombreuses fois. Vous allez mettre en place des alertes Google pour recevoir les informations. S'il y a une nouvelle thérapie, vous allez laisser des messages ou des posts sur des forums de malades. Alors là, il y a des algorithmes qui tracent ça. Il y a des algorithmes qui tracent le moment où vous commencez à chercher une pathologie que vous n'avez jamais cherchée auparavant. Ça, c'est une information qui commence à valoir pas mal de sous. Ça commence à valoir pas mal de sous parce que, du point de vue des assurances,
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de vente de données nominales aux assureurs. Il n'y a pas de vente de données nominales. Par contre, il y a des ventes du type une femme qui habite 50 ans à Lille, quelle est sa probabilité d'avoir un cancer du sein dans les 10 prochaines années? Ça, les réseaux sociaux peuvent déjà vendre ce type de données, mais elles ne sont pas personnelles, elles sont impersonnelles. Donc en fait, le vrai problème, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas voir l'information en termes « Oh, moi je m'en fiche, j'ai rien à me reprocher ». Bon, allez, un exemple. Vous avez téléchargé des applications sur lesquelles vous avez accepté les clauses, puis vous ne les avez pas lues. Il y a eu une expérience célèbre qui a été faite par une ONG anglaise, comme ça, ils ont lancé une application qui était sympa, et il y avait la clause Hérodote, c'était la clause numéro 12. Vous donnez votre premier fils, vous donnez votre premier enfant à l'entreprise qui va le sacrifier au dieu, je sais pas quoi, au dieu Moloch. Et cette clause, des milliers et des milliers de personnes l'ont validée. C'était juste pour montrer que les gens ne lisaient pas. En tout cas, vous avez validé des clauses d'utilisation de votre localisation géographique. Mais peut-être vous avez validé cette clause pour un logiciel de jeu gratuit aux échecs. Eh bien, il existe des algorithmes avec des accéléromètres qui calculent combien de temps vous passez en moyenne au-dessus des limitations de vitesse sur la route. Ça, c'est cette information, en tant qu'elle est attachée à votre nom, on ne va pas la vendre, mais une fois qu'elle est anonymisée, on peut la vendre. Combien de temps passe un cadre supérieur qui habite Nice au-dessus des limitations de vitesse sur la route? Ça, c'est intéressant pour un assureur. Donc, il faut que faut abandonner l'idée que la vie privée doit être protégée parce qu'elle contient des petits secrets moraux. C'est vraiment pas du tout intéressant dans le monde actuel, ça intéresse personne, aucune entreprise. Par contre, il faut essayer de comprendre quelles sont les données qui ont une valeur. Et à ce moment-là, parfois, essayer de se protéger. Par exemple, vous pouvez utiliser un moteur de recherche dégroupé, DuckDuckGo, pour faire des recherches sur une maladie qui vous concerne personnellement. C'est un exemple. Une petite remarque. Les plateformes. Oui. Quand on voit la capitalisation de Tesla et la manière dont les capitalismes mondialisés investissent dans les biens de consommation, je crois que les biens de consommation ont encore des bons jours devant eux. Et je crois que la capitalisation de Tesla, voiture électrique, dépasse le budget de je ne sais plus quel pays. Les plateformes, c'est bien, mais les biens de consommation continuent d'exister pour les capitalistes mondialisés. C'est une remarque. Une question. La connaissance et la manière dont on peut, ici on est à l'université, permettre une amélioration des connaissances, un jugement critique, une capacité de penser par soi-même, d'analyser. On en est où dans cette acquisition des connaissances? Gérald Bronner, qui a écrit l'Apocalypse cognitive, est chargé d'une mission là sur la lutte contre les complotistes. Vous avez parlé tout à l'heure que vous avez dit que vous avez rencontré des complotistes. Donc comment faire en sorte pour que les sociétés acquièrent de la connaissance et soient capables de jugement critique? Alors, Gérald Bronner, oui, il dirige la commission Lumière. Je l'ai très longuement interviewé sur ce sujet et c'est en ligne sur philomac.com. Donc vous pouvez aller lire cette longue interview. Comme je vous le disais, moi, dès qu'il se passe des choses dans le monde du numérique, j'essaye de le documenter comme journaliste, d'aller voir. Donc ça m'intéresse. Mais ce n'était pas le centre de la question. Le centre de la question, c'était qu'est-ce qui se passe du point de vue éducatif? Moi, je dirais qu'il se passe la chose suivante, enfin mon analyse sera la suivante, c'est que les outils que nous avons à disposition creusent les écarts cognitifs et culturels chez les jeunes. Parce que chez les jeunes qui sont à l'université ou à Sciences Po, par exemple, mes étudiants vont avoir des facilités de découverte de connaissances extraordinaires. Ils vont pouvoir, si un sujet les intéresse, très très vite consulter tous les articles de recherche sur le sujet en anglais, ils lisent l'anglais. Ils vont même pouvoir, s'ils ont des questions un peu pointues, les poser en trouvant les mails aux chercheurs, à certains chercheurs, ce qui va également leur permettre, je ne sais pas, d'affiner leur propre projet de recherche. En fait, ils vont monter très très vite vers le haut. À mon époque, accéder à un article de recherche, il fallait trouver la revue.
La revue, l'exemplaire était toujours manquant, écorné. Il n'y a aucune bibliothèque universitaire qui est abonnée à toutes les revues du monde. Enfin, c'était une galère pas possible. Là, vous avez des sites qui le permettent. Donc, il y a toute une partie de la jeunesse qui monte très très vite et se désocialise complètement, sans même s'en rendre compte. Et pas seulement du tout par les théories du complot, mais ne serait-ce que certaines addictions, comme l'addiction aux jeux vidéo. En fait, ça va faire des gens qui se retrouvent pris dans captifs d'une sorte de bulle de référence, qui en fait, sans qu'ils s'en rendent compte, va les désocialiser. Par exemple, si vous êtes un fervent... si vous pensez vraiment que le monde est dirigé par des hommes lézards, mais je suis pas... Je pense que beaucoup de gens... c'est un peu comme la théorie de la carte postale beauf, vous savez. Vous avez ces cartes postales affreuses, ces cartes postales complètement beauf. Vous êtes devant le rayon de cartes postales, vous dites, oh, il y a des gens qui sont assez bêtes pour envoyer des cartes postales pareilles. Allez, c'est tellement drôle, et vous l'achetez et vous l'envoyez à un ami pour le faire rire. Parce que c'est impossible. Et ben, je pense qu'il y a pas mal de gens qui likent des contenus complotistes complètement délirants, juste parce que c'est un pied de nez ou un abandonnaire qui n'y croit pas même un instant. Mais tout de même, si vous avez cette impression qu'on vit dans un monde entièrement manipulé par des pouvoirs occultes, vous allez en réalité vous renfermer sur vous-même ou sur des gens qui pensent comme vous. Et donc vous désocialisez. En fait, le risque, c'est que ce sont des trappes à la marginalisation. Et la marginalisation, elle est plus douce avec les écrans, puisque les écrans permettent un accès quasiment illimité au cinéma, aux jeux vidéo, à la distraction, au divertissement, aux séries. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte que vous avez perdu le contact avec la société. Donc, en gros, on a un étirement, à mon avis, des inégalités culturelles et cognitives, notamment chez la jeunesse. Certains coulent, les autres montent très vite. Et ça, c'est un peu impressionnant, et c'est un défi. Ensuite, il y a une autre remarque à faire du point de vue éducatif. Il y a une grande fac américaine, Harvard, je crois, de Princeton, qui a vu arriver ses premiers doctorants qui étaient digital natives, c'est-à-dire nés avec les outils digitaux. Et ils se sont dit, est-ce que ces gens-là ont une pratique de la science ou des capacités cognitives différentes des autres? Et donc, ils ont voulu faire une étude pour savoir où va aller la science dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer, puisqu'on a des gens un peu différents, avec des aptitudes un peu différentes. Et ils ont fait passer toutes sortes de tests à ces doctorants, et ils se sont aperçus qu'il y avait deux différences avec les générations antérieures. L'une positive et l'autre négative. La différence positive, c'est qu'un doctorant digital native est capable de compulser beaucoup plus d'informations sur n'importe quel sujet en 24 heures qu'un doctorant non digital native. C'est-à-dire faire beaucoup plus vite, obtenir beaucoup plus vite une vision panoramique d'un sujet complexe. Ils le font beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Point positif. Point négatif, il y a une aversion à l'ennui qui fait qu'on recherche toujours les contenus les plus forts, les plus choquants, les plus violents, les résultats les plus frappants. Et dans beaucoup de domaines, chercher les contenus les plus forts, ça veut dire en philosophie, résumer un livre à quelques slogans, à quelques maximes et s'épargner la lecture de longs développements, mais dans lesquels il y a peut-être des perles. C'est se faire l'économie des démonstrations mathématiques. C'est fuir l'ennui, en fait. Donc on a des gens qui à la fois peuvent se mouvoir beaucoup plus vite dans l'information et en même temps à l'intérieur de l'information sélectionnent ce qui est flashy. Voilà. Donc c'est une première photographie possible de la différence dans le milieu du savoir entre avant et après. Dernière question. Ouais. J'espère pas trop dire de bêtises. J'ai juste lu un livre de John Stuart Mill, Le droit des animaux, et j'avais l'impression en le lisant qu'il impose déjà cette notion d'idéal, ou si ce n'est l'idéal, ce serait la morale, avec des choix moraux à faire au quotidien. Du coup, dans quelle mesure la post-utilitarisme rajoute des informations à l'idée de John Stuart Mill? Oui, il est bizarre, John Stuart Mill, parce que John Stuart Mill, il a grandi dans une éducation benthamienne. Son père était un utilitariste benthamien, il a grandi. Bentham était pour lui à la fois un maître, un ami de son père, un dieu, il a été nourri de cette doctrine. Et donc, il a toujours été utilitariste, mais à l'intérieur de l'utilitarisme, il dit des trucs bizarres, qui ne tiennent pas vraiment avec le reste de la doctrine, et que Bentham, qui était mort, n'aurait pas pu valider. Et notamment dans son petit livre sur l'utilitarisme, Bentham dit à un moment, oui, enfin bon, l'utilité, il est clair que c'est pas seulement la jouissance ou le plaisir, c'est ce qu'il a l'air de penser Bentham.
Il dit parce que sinon, on pourrait se contenter de vivre comme des porcs. Et là, tout d'un coup, c'est très très bizarre cette remarque. Et alors, ça veut dire quoi? Il dit oui, il est important de faire entrer dans l'utilité certaines facultés intellectuelles et la culture du piano et de la danse qui sont difficiles mais qui portent une utilité supérieure. Alors là, c'est vraiment, sa définition de l'utilité devient très très étrange et dure à suivre. Ça a entraîné, en fait, c'est presque un avantage de la doctrine utilitariste, c'est que ça a entraîné une sorte de discussion interne, de débat interne extrêmement violent entre les utilitaristes, ça j'en parle un peu, pour savoir quelle est cette utilité. Alors est-ce que c'est plus du côté intellectuel ou plus du côté physique, par exemple? Il y a un débat vraiment violent. Les utilitaristes ne sont pas du tout d'accord entre eux. Et c'est là que la notion de profit a en quelque sorte tout simplifié. Moi j'ai l'impression que les économistes à un moment sont arrivés en disant bon, on n'arrête pas de couper les cheveux en quatre pour savoir ce qu'est cette fameuse utilité. Allez, c'est le profit. Et que dans le monde actuel, c'est la quête du profit qui l'a emporté sur toutes les autres définitions possibles. Mais Mill, il est bizarre. Merci. Peut-être tu vas le dire, mais je voudrais préciser que la semaine prochaine, le 2 novembre, à Saint-Pierre, vous donnerez une conférence sur comment ne pas... comment vivre, parce qu'on ne croit dans rien, c'est cela? Voilà. Alors donc, je vous y invite, c'est un peu la prolongation, ou le prolongement, pardon, de cette conférence-ci. Et juste pour finir, parce qu'il est déjà 20h, qu'est-ce qui fait courir Alexandre Lacroix? Parce que vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages déjà, que ce soit roman, philosophie, etc. Donc voilà, la question. C'est simple, le monde idéal a toujours été situé du côté de l'écriture et de la lecture depuis que je suis tout petit. J'aime lire, j'aime écrire. Tout ce que je fais se rattache à une seule chose, enfin, lire et écrire, ça va ensemble. Voilà. Donc le journalisme, l'enseignement, les conférences, les livres, lecture, écriture. Et un peu de bon vin quand même. Merci beaucoup Alexandre Lacroix. Je pense qu'on peut l'applaudir à nouveau. Simplement avant qu'on se quitte, il y a une conférence à nouveau la semaine prochaine, donc on n'arrête pas, le 2 novembre à Saint-Denis, le 4, oui, pardon, le jeudi 4 novembre, qui est une conférence de Laurence Pourchaise, qui est une anthropologue de l'INALCO. Donc je vous incite fortement à venir, c'est un jeudi exceptionnellement, de 18h à 20h et pas un vendredi, mais elle reprend son avion le vendredi, donc elle ne pouvait pas faire cette conférence le vendredi. Donc j'espère que vous serez nombreux sur cette conférence qui... Amphi-Genevoux, voilà, Amphi-Genevoux, et le titre de la conférence suit en tête l'anthropologie ou la mission civilisatrice de la France. Oui, la mission civilisatrice de la France, évidemment, entre guillemets. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à vous d'être venus ici.